Il paraîtrait qu'au Moyen-Âge, de petites histoires courtes et grivoises, appelées fabliaux, divertissent les Français jusqu'au XIVe siècle. J'ai même entendu dire que les auteurs s'en donnaient à cœur joie pour mettre en scène des bourgeois cocufiés et des jouvencelles peu farouches. Je m'appelle Mina. Je suis Jade. Et vous écoutez l'épisode 41 du N'importe Q. Des câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le tampax. Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité. Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, ben c'est joli ce que vous me faites voir là. Si on faisait une petite partouze. Oh, moi, plus de 3, j'ai jamais essayé. Pour le dernier épisode de cette saison 2, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Fanny, passionnée d'histoire et créatrice des podcasts Passion médiéviste, Passion antiquité et Passion moderniste. Coucou Fanny. Salut, bonjour. Comment ça va? Je suis trop contente d'être là, donc ça va très bien. Et nous aussi, on est trop contents parce que tu es l'un de nos podcasts qu'on suit depuis le plus longtemps. Moi personnellement que je suis depuis que j'écoute le podcast oh là depuis là. longtemps. J'ai l'impression Depuis d'être que une je grand-mère. suis née. Ok, j'ai l'impression d'être une grand-mère du podcast quand tu dis ça. Bah non, mais t'es l'une des plus anciennes, les plus émérites, et n'hésitez pas à l'écouter, le podcast de Fanny. Même si vous n'y connaissez rien au Moyen-Âge, que l'histoire ne vous intéresse pas forcément de prime abord, vous allez apprendre plein de choses qui sont expliquées par des gens qui sont passionnés des thésards également. Et vous allez apprendre plein de choses, enfin, c'est passionnant. Allez l'écouter. C'est gentil, merci. Ça vient du cœur et du cul. Et nous sommes réunis aujourd'hui pour un sujet que tu nous as proposé. Et ça tombe bien car il entre dans ton domaine d'expertise. Oula. Il s'agit des fabliaux érotiques. Ma douce et jolie filleute, Oui, mon beau cousin. si tu vis dans ce piètre logis, qui possède notre château dorénavant? Jacques-Henri Jacquard, un garçon assez nouveau riche, un petit peu précieux, de la famille de nos anciens métayers. Quoi? C'est un gueux qui possède le château? Quoi? Un gueux? Quoi, un gueux? Je vous en prie, Jean-Pierre aussi est un gueux, ça n'empêche pas d'être un mari sympa. Lui, un gueux? Oh, quoi? On peut plus manger, là, j'ai plus faim. Non, c'est vrai, là, c'est trop. Il me donne envie de vomir. T'as entendu ce que j'ai entendu? Ah, j'ai entendu. Non mais oh! Crache dessus maintenant! Tu le vois peut-être pas, ça? Pardonnez ce maroufle, mais il est si triste d'apprendre qu'un gueux possède Montmirail. Je vois pas pourquoi. Ma douce et lumineuse filleute, je n'aurai de cesse de réparer cette infamie. Ce jacquard va vous rendre le château contre écus sonnant et trébuchant. Et s'il refuse, je l'éteins. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. On a fendu un beau matin, on a pendu avec ses tripes. Avant de nous plonger à corps perdu dans les fabliaux, Fanny, quel est ton rapport à la pornographie? Est-ce que tu en consommes régulièrement? Alors oui, j'en consomme régulièrement. Alors d'ailleurs, je me disais que ça faisait longtemps que je n'ai pas regardé parce que j'ai eu beaucoup de travail récemment. Mais j'en consomme souvent. J'aime bien regarder. Alors ça a été beaucoup sur les tubes gratuits et tout ça, mais depuis pas longtemps. Et en plus, un peu sur votre avis, je me suis abonnée à 4Chambers. Yes. Déjà, ça m'avait un peu intéressée. Et votre épisode m'a vraiment dit, ok, bah c'est au niveau du prix, ça me va, et ce qui est dessus est intéressant. J'avais un peu regardé les teasers et tout, je fais ok maintenant, et même, bon c'est pas bien, mais je partage mon compte à pas mal de gens. Pour rappel, 4Chambers, c'est un collectif qui propose une pornographie éthique et féministe, artistique surtout. Ouais, ça j'aime beaucoup le côté artistique et tout, qui effectivement n'est pas présent sur les tubes gratuits. Mais j'aime bien que ce soit effectivement surtout de la vidéo, mais j'ai un peu consommé de porno audio, les cris et tout ça, donc c'est quelque chose qui est assez présent dans ma vie. Et est-ce que tu as un tag favori ou une forme de pornographie qui te parle le plus ou que tu aimerais potentiellement recommander? On reste sur du fantasme, voilà, hein, bien sûr. Mais le tag threesome, que ce soit avec toutes les configurations, en fait, me fait toujours kiffer. C'est vraiment un de mes tags préférés. Je vais souvent aussi, alors c'est sur Pornhub, la chaîne de The Upper Floor. En fait, avec, bon voilà, là, c'est comment décrire The Upper Floor, des sortes de donjons avec des mises en scène de public, de sexe, avec tout ça, enfin... C'est très mise en scène, et en fait justement là on est vraiment sur du fantasme pur, truc, j'aime beaucoup ça, je me revois beaucoup des vidéos comme ça,
Voilà, tout ce qui est un peu ce genre de choses, moi j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, tu es avec nous pour parler des fabliaux, et c'est un sujet un petit peu particulier, parce que pour la première fois, on nous a proposé un sujet. On avait en tête de faire un épisode avec toi depuis longtemps, mais on n'arrivait pas, nous en tout cas, à trouver de sujet, à trouver de film qui aurait pu nous parler, et tu nous as proposé cette thématique que tu as déjà explorée dans l'épisode 56 de Passion médiéviste. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi aller sur ce terrain-là en parlant potentiellement de pornographie? Le Moyen-Âge, comme toutes les époques, il y a du sexe, hein. Spoiler, les gens font du sexe. Et si on voulait un peu le côté fun du sexe lié au Moyen-Âge, le fabliau érotique, c'est un truc qui me vient assez spontanément. Et effectivement, on va me parler, c'est un recueil qu'on m'a offert il y a quelques années. Et quand on voit comme ça, on se dit, allez, on va voir, c'est un peu croustillant. Et en fait, oui, ça parle de sexe, il y en a. Mais c'est très révélateur sur plein de choses liées au Moyen-Âge. Donc voilà, on peut apprendre en s'excitant et quand même en apprenant des choses. Pour ceux qui ne savent pas, on va peut-être vous expliquer ce que c'est qu'un fabliau. Oui. Déjà, un fabliau, c'est... Alors, on dit fabliau, est-ce que c'est un lien avec une fable? On va dire déjà, c'est un petit texte qui raconte une histoire. Alors, ça a été théorisé au 19e siècle. C'est pas un terme de l'époque, mais ça a été théorisé pour un peu mettre dans un même sac tout un genre littéraire qui a été au Moyen-Âge, entre le 12e et 14e siècle surtout. Alors, c'est des petits textes qui sont censés faire rire, souvent en octosyllabes, et qui racontent des histoires, pour se moquer un petit peu des gens. On a beaucoup d'histoires de Marie Cocu, où on joue un peu avec les codes de la société. Et il y a parmi ces fabliaux une catégorie de fabliaux érotiques. Tous les fabliaux ne sont pas érotiques, loin de là. Mais il y a une catégorie, ils ont été effectivement recueillis ensemble, où il y a une forme de continuité. Mais voilà, le fabliau, c'est quand même quelque chose... On l'étudie à l'école, en fait, alors pas les fabliaux érotiques, mais si vous regardez les programmes de 6e ou de 5e, je sais plus, on étudie les fabliaux, parce que quand on parle des premiers genres littéraires liés au Moyen-Âge et tout ça, c'est encore étudié aujourd'hui. Mais ça me fait penser, j'en parlerai très rapidement avant qu'on se lance là-dedans, mais à Rabelais. Ça me fait penser beaucoup à du Rabelais. J'avais étudié Gargantua, mais je l'ai eu au bac, j'ai eu Gargantua au bac, et c'est vrai que quand j'ai lu les fabliaux, il y avait cet aspect peut-être pas autant fluide et un peu dégoûtant qui peut avoir Rabelais par exemple dans Gargantua, mais ça s'en rapprochait pas mal dans des situations un petit peu grotesques, des personnages qui étaient très facilement sexualisés, mais pour de la farce, ou ce genre de choses. Ça me rappelle beaucoup ce genre de littérature. Je sais pas si c'est de la même époque. Rabelais, c'est la fin du Moyen-Âge, c'est plutôt, il me semble, début 16e siècle à vérifier, mais voilà, on est effectivement sur de la continuité. Il y a quelque chose qui lie effectivement. Si vous êtes intéressé par l'ouvrage, on a lu Fabliaux érotiques, qui est une collection dirigée par Michel Zinc aux éditions Le Livre de Poche, collection Lettres gothiques, qui est parue en 1993. On a fait une petite sélection de fabliaux, du coup écrits entre la fin du XIIe siècle et le début du XIVe siècle. Si ça vous intéresse, il y a également une préface à ce livre qui analyse les noyaux narratifs de chaque fabliau, parce qu'il y a une logique derrière tout ça dans l'écriture, dans le style et dans la narration. Chaque texte est en ancien français. En fait, vous avez sur la partie gauche le texte en ancien français. Vous vous doutez bien qu'on est des billes en ancien français. Donc on a lu le texte de droite qui est une traduction. En fait, il y a eu plusieurs traductions au fil des années, etc., selon les contes. D'ailleurs, tu dis qu'on ne peut pas forcément lire l'ancien français. Alors, je vous invite effectivement à regarder un petit peu, parce que quand on le lit, c'est familier en fait. L'ancien français, le français médiéval, quand on le lit, on n'est pas totalement perdu. Alors par exemple, je sais que l'anglais médiéval est très 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 dur à lire pour les anglais, parce que c'est très différent, vraiment ça fait... Alors que l'ancien français, quand on lit, on comprend certains trucs. Oui. Mais il y a beaucoup de faux amis, et ça qui est très rigolo, j'avais fait un tout petit peu d'ancien français dans mes études, et vraiment j'ai fait que 1 an ou pas beaucoup, mais il y a plein de petites choses. Par exemple aussi, j'avais étudié l'ancien picard. Ah oui, alors l'ancien Picard, c'est très important. C'est spécifique, dis donc. Et en fait, l'ancien Picard, t'as la lettre K et la lettre W partout. Donc, au lieu de dire on a gardé les chevaux, c'est on a wardé les quevos. Et quand tu lis ça, tu comprends un petit peu. Le français médiéval, donc, qui est plus facile que l'ancien Picard, c'est un petit peu ça. Quand on le lit, ça reste familier. Donc, effectivement, la traduction est quand même importante pour comprendre tout le sens. Mais je conseille d'essayer de lire parce que c'est rigolo. Moi, j'aime beaucoup l'ancien français. Et du coup, on va avoir un vocabulaire qui est assez spécifique, qu'on va retrouver au fur et à mesure. On va vous lire des extraits juste pour que vous vous y retrouviez. On a le terme foutre, qui pour nous veut dire spécifiquement semence, c'est le sperme, entre guillemets. Là, le terme foutre va vouloir dire baiser, quoi, ken. Comme on est un peu dans on va te faire foutre. Oui, c'est ça, exactement, c'est garder, en fait. On est clairement de ça, ouais. C'est ça, on a le terme vie, VIT, qui veut dire le fibre, le membre pénien, le pénis dans toute sa splendeur. On a le terme con, et ça, il m'intéresse vachement ce terme, je sais pas si tu sais d'où ça vient, C-O-N, comme un con, qui veut dire le vagin. Je sais pas d'où ça vient, mais je sais que quand on dit conne ou con aujourd'hui comme insulte, ça vient de là. D'accord. Clairement, je sais que ça vient de là. Ok. Mais je trouve que con, on l'entend encore beaucoup aujourd'hui dans la littérature érotique.
Ce qui me met un petit peu mal à l'aise parce que je trouve que c'est pas un mot très joli. Voilà. Oui, bah, c'est les gens C'est qui cherchent très synonymes. subjectif, Je comprends. mais c'est encore assez utilisé dans la littérature actuelle. Mais ça me disait quelque chose, je trouve ça en fait un Il peu descend élégant. vers mon con. Ça marche pas, c'est pas possible. T'imagines 50 Shades mais en ancien français avec des termes d'ancien français. Ah mais C'est incroyable. j'achète. Ce serait incroyable. J'espère que ça a été fait, il faut faire ça. Fanfiction.net, Wattpad, allez-y, c'est Ah mais votre oui, on créneau. veut du 50 Shades en ancien français, ce serait trop cool. Et un podcast en mon le vie à- lisant avec l'accent de ancien français. Ah mais ce qui est très drôle, c'est que l'ancien français aussi, quand on le lit, et ma professeure de français médiéval s'appelait Mademoiselle Bihu, voilà, je l'aime beaucoup, elle était super parce qu'elle nous proposait plein de textes très rigolos, vraiment pas des trucs chiants, mais elle l'avait fait une fois de comment on lit l'ancien français, et en fait ça ressemble à du québécois. Ouais. C'est parce qu'en fait, finalement, C'est de ce qui est l'argot. logique, Ouais. c'est aussi la façon de parler, mine de rien, quand les gens sont allés au Québec et ont gardé en fait cette ancienne prononciation. Et en fait, c'est ça. C'est comme Louis XIV, en fait, une des phrases connues de Louis XIV, le roi c'est moi, ou je sais plus comment il disait. En fait, le loé c'est moi. Et en fait, ça a vraiment cette prononciation, ce serait ça. Donc c'est très très drôle. Si on voulait lire l'ancien français comme à l'époque, ça ferait un peu comme du québécois. Je trouve ça encore plus drôle du coup. Ouais. Surtout l'accent québécois, il est incroyable. Quoi. C'est quoi qu'on fera un accent. Ce ne sera pas un accent pour les Québécois qui nous voilà, écoutent c'est ça. potentiellement, qui écoutent notre balado. Mais c'est vraiment, j'aimerais trop savoir le faire, mais à chaque fois c'est une insulte quand j'essaye de parler Pareil, moi, j'arrive une voix jamais. québécoise. On va commencer notre petite sélection. On va pas vous détailler absolument tout le livre dans le sens où il y a beaucoup de fabliaux. On a fait une petite sélection qu'on a catégorisée, parce que la catégorisation c'est important. Et on va commencer avec notre première catégorie, les jeunes vierges et pucelles effarouchées, mais pas tant que ça. Et le premier fabliau, la demoiselle qui ne pouvait entendre parler de foutre. Ou la damoiselle qui ne pouvait ouïr de foutre. Oui, oui, bah oui. Ouïr. J'ai pris le début du fabliau qui me faisait un peu triper. Dans cette fable nouvelle, on nous parle d'une demoiselle qui est extrêmement orgueilleuse et perverse et dédaigneuse, de sorte que, ma foi, j'irai jusqu'au bout, elle ne pouvait entendre parler de foutre ou de coucherie à aucun prix. Ça pose les bails. Moi j'adore. En fait, ce qui est génial déjà dans les fabliaux, c'est que le narrateur est impliqué. Oui. Et là, en fait, on a vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui nous raconte une histoire. Et c'est pas du tout froid, distant. Non, c'est vraiment quelqu'un qui nous prend par la main en mode attends, je vais te raconter une histoire, tu vois. J'ai entendu un truc, j'ai vu un truc, c'est absolument C'est incroyable. vraiment ça part Oui. souvent d'une rumeur. En fait, il te parle vraiment à la première personne au début en te disant voilà, j'ai entendu parler. Ils te sortent souvent même des noms de villes. Alors, pas dans celui-là, il me semble, mais t'as Oui. souvent des noms de Orléans villes. plus tard. Ouais, puis alors des noms de villes, des fois du Nord. Alors, moi, venant du Nord, j'ai reconnu des trucs. C'est genre, oh là là. Ouais, mais parce que c'était des textes oraux, en fait. Voilà, le Moyen-Âge est quand même une culture très orale, même si, en fait, à partir du XIIIe siècle, on a beaucoup de choses qui sont mises à l'écrit, donc comme les fabliaux, mais on est encore sur très de l'oral. Donc là, on voit, en fait, ce sont des textes qui étaient lus, qui étaient faits pour faire rire le public, et voilà. C'est interactif, entre C'est guillemets. interactif. On imagine très bien quelqu'un en train d'un public face à lui, sur une place ou quoi, en train de dire attendez, je vais vous apalguer, je vais vous raconter cette histoire-là. C'est trop fun. Franchement, c'est incroyable. C'est un peu les one-man shows de l'époque, entre guillemets. C'est ça, c'est c'est ça, les jongleurs, enfin voilà, les troubadours, c'est encore autre chose, bien sûr. Mais voilà, cette culture-là, on l'a en fait, encore très présente. Et dans La demoiselle qui ne pouvait parler de foutre, effectivement, c'est une jeune vierge qui est très prude et qui ne supporte pas qu'un serviteur parle de coucherie, de vie, de couilles ou d'autre chose, je cite littéralement. Donc son père a du mal à trouver quelqu'un pour l'aider à la ferme. Il peut prendre personne parce que Ça fait- justement, ouais. c'est pas possible pour sa fille. Ça fait un mois qu'il trouve personne et il y a un jeune homme qui se nomme David qui voyage et qui tombe sur cette rumeur dont il entend parler, cette jeune fille prude et de mauvais caractère, qui, comme ils le disent. Tu vois, perverse, ça a quel sens? Parce que c'est vrai qu'on l'a défini comme perverse, mais c'est vrai que c'est un peu étrange. C'est pas notre perverse à nous, du coup, vu le contexte qu'on vient de vous raconter. Mais est-ce que ça veut dire un peu maligne, un peu mauvaise en quelque sorte? Enfin, j'imagine que c'est un peu. Oui, je pense qu'il y a de ça en fait. Effectivement, c'est pas exactement comme on l'entend aujourd'hui. C'est vrai que, comme je vous disais sur les faux amis ou quoi, bon, la traduction bien sûr garde peut-être un peu ce côté-là parce que en fait, je pense aussi c'est perverse dans le sens elle veut pas en entendre parler, mais du coup c'est une coquine. En fait, je sais pas. Moi je le vois un peu comme ça en mode elle veut pas entendre parler, mais c'est peut-être pour une raison. Je pense qu'il y a un petit peu de ça. Et donc ce jeune David, il va vers le père et ça le challenge un petit peu, quoi. Donc il va jouer un homme prude, en fait, il va sortir exactement les mêmes phrases que sort la fille sur le fait qu'il ne supporte pas le mot foutre. Et donc elle, qui entend ça au loin, dit à son père d'embaucher ce jeune homme pour les aider à la ferme. Arrive le moment où il faut bien qu'il aille dormir, ce jeune homme. Et la meuf dit au KLM, bah ouais, viens dans ma chambre, il a l'air super honnête, il peut dormir dans ma chambre.
Et le soir venu, David va dans la chambre de la damoiselle et direct il lui touche les boobs. Genre c'est vraiment marqué dans le texte, c'est vraiment la première chose qu'il fait, c'est il touche les boobs. Il est un peu rusé le David, il fait « Oh qu'est-ce que c'est ?» Et en gros elle dit « Ce sont mes mamelles qui sont très blanches et très belles. » David, qu'est-ce qu'il fait ? Il descend un petit peu plus bas, il tâte un peu le vaginarium en disant « Qu'est-ce que c'est ?» Elle dit « Ma foi, c'est mon pré, David, là où vous touchez, mais il n'est pas encore en fleurs. » Et elle argumente en disant « Ma fontaine qui n'a pas encore jailli jusqu'à maintenant. » Donc on part sur une métaphore de pré un peu fleurie qu'on va retrouver très très souvent dans les fabliaux de manière générale, où elle lui invente un truc, elle s'est inventé tout un univers vaginal, je ne sais pas ce qui s'y passe, mais elle a un univers bien à elle. En fait c'est génial parce que certes elle ne peut pas entendre parler du mot foutre, mais en tout cas il n'y a aucun souci pour toucher et palper, c'est ça qui est trop bien, c'est le festival des métaphores. Et David, ça l'excite un petit peu de tripoter à la nana comme ça, donc il est en érection, et la damoiselle se prête un petit peu au jeu et va lui toucher son érection en lui disant « Qu'est-ce que c'est, David ?» Et il lui dit « C'est mon poulain qui est très fort et très sain, mais il n'a plus mangé depuis hier matin. » Elle argumente un peu en touchant les testicules et redemande, ce à quoi il répond « Ce sont 2 palefreniers qui doivent garder mon cheval quand il paie d'autres pâtures. » Oh, j'adore, mais c'est génial. Non, mais c'est trop bien. Et du coup, elle s'ouvre à lui, et elle finit par « Fais le paître dans mon pré, ton beau poulain, va l'abreuver à ma fontaine. » C'est beau. Moi, ce que j'adore dans cette fabliau-là, c'est qu'elle dit, quand elle parle de son vagin, de sa vulve, tout ça, là, elle dit « Il y a mon sonneur de corps. » Oui. Pour moi, je trouve que c'est un sonneur de corps qui, en gros, se déclare quand quelqu'un vient par là. Est-ce qu'on parlerait pas du clitoris ? Moi, je suis pas tout à fait sûre, mais clairement, quelque chose qui réveille et tout ça, ça sent quand même beaucoup comme un clitoris. Je trouve ça génial. Il arrive, je crois, quand il descend, il arrive un petit peu au du clitoris, quoi. Géographiquement, ce serait logique, effectivement. Et on termine le fabliau. Aussitôt, il lui met le vide dans le con et fait tout ce qu'il a envie de faire, si bien qu'elle ne le tient pas pour mou, car il la retourne 4 fois. Et chaque fois que le sonneur grondait, il fut battu par 2 jumeaux. Sur ce mot, prend fin le fabliau. J'adore les fins de fabliau. J'ai toutes les fins de tous les fabliaux. Ils sont incroyables. C'est juste trop bien. Mais j'ai trouvé ça vachement bien. En fait, je m'attendais, c'est le premier fabliau que j'ai lu de la sélection, et je m'attendais en fait à quelque chose de plus dérangeant, un peu plus dans le viol. Et en fait, plus on y va, moi, ça a été très bonne surprise. Et j'ai bien aimé, en fait, on est un peu sur une demoiselle qui est pas prude pour autant, mais juste elle veut un certain imaginaire un petit peu érotique pour pouvoir se mettre dans l'ambiance. Je trouve que ça sonne vachement contemporain en fait. Oui, c'est juste, elle veut pas qu'on lui parle de sexe, elle veut qu'on lui parle de sexe de façon très métaphorique. Oui. Ou en fait, voilà, c'est son kink à elle. On ne juge pas les kinks, c'est comme ça qu'elle est. C'est ça. Et non, mais j'aime beaucoup, effectivement. Là, il y a ce que j'aime beaucoup dans ce vidéo-là aussi, c'est que c'est la découverte du corps. En fait, il y a quand même tout ce côté. Bon, même si lui, on a bien compris qu'il en avait vu d'autres, mais en fait, il y a ce côté-là aussi. On découvre le corps de l'homme, de la femme. Ce qui est chouette aussi dans les fabliaux, c'est que mine de rien, le corps de la femme n'est pas dévalorisé. Alors, il le sera dans d'autres fabliaux sur d'autres sujets, mais en tout cas, là, le corps de la jeune femme n'est pas dévalorisé. Il est même, je trouve, même un peu valorisé. Enfin, elle décrit son corps avec ses mots. C'est les mots, même si c'est mis dans la bouche de la femme par l'auteur, mais c'est quand même la femme qui parle de son corps à elle, qui le présente, elle le laisse faire. Le jeune homme qui se présente aussi. Donc, il y a ce côté-là, en fait, aussi, de découverte du corps, que je trouve très touchant, en fait, dans ce milieu-là. Et même si elle est, entre guillemets, trompée, c'est complètement elle qui s'ouvre à lui et qui initie l'acte amoureux. Enfin, c'est ça que je trouve super chouette, c'est qu'au début, on allait sur de la rue, je me suis dit, oh là là, où est-ce que ça va nous mener cette histoire ? Pour finalement que ce soit complètement consenti des deux côtés, que ce soit même elle qui fasse le premier pas, et que tous les deux prennent du plaisir. En tout cas, c'est un petit peu expliqué comme ça à la fin du fabliau. Oui, le plaisir féminin est présent dans les fabliaux, c'est une donnée importante. Toi, t'en as pensé quoi, Mina ? Celui-ci, c'est un de mes préférés. Déjà, en fait, ce que j'adore avec les fabliaux, c'est que c'est vraiment des textes très courts. Ça te met dans l'ambiance. Moi, je m'imaginais au Moyen-Âge, là. Je les voyais dans la ferme. Non, vraiment, je trouve qu'il y a un truc. Alors, c'est l'écriture aussi qui rend ça un peu d'époque. Mais je trouve que déjà, c'est bien écrit, tu vois. La fin que tu as citée, là, la dernière phrase, moi, je trouve que c'est joli. C'est plutôt joli, quoi, pour un petit texte. Je trouve que c'est joliment écrit. Effectivement, les deux prennent du plaisir et c'est vraiment rigolo, tu sens l'humour derrière. Enfin, moi, ça m'a fait rire, c'est l'un de ceux qui m'a fait le plus rire. Et ce qu'on disait sur le fait que ça doit être lu à l'oral, quand on fait un texte à l'oral, quand on fait un truc, la fin est très importante. Totalement. Il faut qu'à la fin, les gens, il y ait l'émotion. Donc là, moi, je trouve qu'on y retrouve bien. Et oui, en fait, les fabliaux sont faits pour faire rire, en fait. Même si on parle de fabliaux, fabliaux érotiques, on en parlera plus tard. Mais là, ce qui est important, c'est de faire rire le lecteur, l'auditeur, avec les fabliaux. C'est très important. On va enchaîner directement avec le second fabliau. On va rester à peu près dans une bonne vibe positive également. Le rêve de la demoiselle ou de la damoiselle qui songeoit. Je vois que tu es tout hardi. Oui, dis donc, est-ce que tu veux nous raconter un petit peu de quoi ça s'agit ? Oui, je l'aime beaucoup. En fait, ils sont tous très sympathiques que vous avez choisis, donc je suis contente qu'on en parle.
Et on commence ce fabliau. Une demoiselle songeait qu'un bel écuyer l'aimait, vêtu d'une cotte de drap bleu, il était venu on ne sait d'où et couché avec elle. On rentre direct dans le game. On n'y va pas par 4 chemins. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'elle dort, elle ne se rend pas compte qu'un écuyer entre illégalement dans sa chambre. Et donc, il la trouve dans son lit et saute sur elle directement. Donc, on parle de plaisir. Le plaisir va venir après. Là, tout de suite, c'est un viol. Oui, c'est sûr du viol. Voilà, il saute sur elle. Son vie était gros et fort. Elle ne se réveille pas. Et en fait, 3 fois, il la baisa pendant qu'elle dormait, sans qu'elle bouge peu ou prou. Mais après la 4e fois, elle se réveille. Et elle est scandalisée parce qu'elle se rend compte de la supercherie et elle est plus vierge, elle ne pourra pas faire un bon mariage, elle va déshonorer ses parents. Donc elle se dit bah écoutez, foutu pour foutu, bah recommencez parce que j'aimerais bien savoir de quoi que ça s'agit. On dit en plus qu'elle prend l'homme à la turque, donc ça veut dire à l'Amazone, c'est elle qui prend les devants pour le chevaucher et se satisfait. Et on termine le fabliau sur « Ainsi son songe tourna bien, que le mien me fasse la même chose, et je souhaite aux dames ici présentes que le premier qu'elles feront soit tout à fait pareil, il leur conviendrait parfaitement. » Ce fabliau, autant on part sur un bon petit viol des familles au début, mais autant en fait la tournure, je m'attendais pas à ça, et le twist, c'est que elle a un peu vécu son rêve d'une certaine manière, même si voilà, ça n'enlève pas l'aspect un petit peu viol, mais c'est elle qui arrive à retourner la situation, ce qui arrive plutôt pas mal en fait dans les fabliaux qu'on a lus. En écoutant ton épisode avec Clémentine, l'épisode 56, j'avais l'impression que c'était pas autant le cas dans l'ensemble des fabliaux, en tout cas ceux qu'on a lus c'était le cas. Il y a souvent des twists où les femmes vont reprendre le dessus sur une sexualité qui est d'abord subie dans un premier temps. Et là, c'est carrément le cas parce que le mec, il a même l'air de résister un peu au bout d'un moment, de dire bah dis donc, c'est un peu beaucoup quand même tout ça. Déjà, c'est son point de vue à elle qui est établi pendant tout le fabliau. Donc c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que c'est vraiment un retournement de situation où c'est elle qui prend le dessus. C'est vrai que j'aime bien ce truc de... Alors, il y a un moment où il dit « À mon avis, ce n'est pas une honte que la femme monte quand l'homme déçoit. » Enfin, vraiment, en fait, le mec, il a fait une erreur. Enfin, il a fait même 4 fois l'erreur. Mais maintenant, c'est lui le gros con dans l'histoire qui se termine où il est complètement soumis par rapport à la femme. Et elle assume comme une débauchée, c'est ça qui me fait beaucoup rire, c'est qu'il y a un moment où elle dit « Si je ne me défends pas de vous, c'est parce que je suis pire qu'une ribaude. » Voilà. Oui, c'est ça, dans les fabliaux, les femmes sont montrées comme actives sexuellement, des façons plutôt positives, parce que voilà, elles sont pas totalement jugées. Et en fait, c'est genre, ok, bon, bah, elle a des envies sexuelles, c'est bon. Après, peut-être que ça, aujourd'hui, ça nous paraît être un petit peu, entre guillemets, féministe et positif. Peut-être qu'à l'époque, enfin, le rapport à la sexualité avec l'église et tout, c'était peut-être différent. Et peut-être que c'était plus de la moquerie que des femmes fortes. Bah, on parle quand même d'une femme qui dit qu'elle est déshonorée, qu'elle pourra pas faire de bon mariage. Donc c'est vrai que nous, on le voit avec notre point de vue féministe en mode bah c'est bien, elle s'est fait plaisir. Mais derrière, il y a peut-être un contexte social où tu fais bah c'est peut-être pas si bien que ça, quoi, finalement. Oui, voilà, là, je pense qu'effectivement, globalement, c'est pas cool pour elle. Mais du coup, elle a essayé d'en profiter dans son malheur. Ouais. Donc voilà, ça fait un peu grincer, mais en même temps, c'est positif. Donc là, c'est pas blanc ni tout noir. On va passer à la deuxième catégorie des fabliaux qui sont les travestissements. Et la première histoire qu'on a choisie, c'est La Saigneuse ou La Saigneresse. Dans La Saigneuse, on nous raconte l'histoire d'un bourgeois qui se vante d'une chose folle, qu'une femme ne pouvait le tromper. Et sa femme entendit cette phrase, et elle se jura de lui donner tort en trompant son mari. Et un jour, alors qu'ils sont chez eux, tranquillement, posés, bah, il y a une personne qui vient, une personne qu'on nous décrit, nous, directement, on est du point de vue féminin, donc comme un homme déguisé en femme, mais en tout cas, pour le mari de la dame, c'est bien une femme, et qui vient avec tout un attirail pour tirer le sang parce que la dame a des problèmes rénaux. Donc qu'est-ce qui se passe ? La dame emmène la fausse infirmière, entre guillemets, la fausse soignante, tout ce que vous voulez, à l'étage. Voilà, ils font leurs petites choses. Le bon à rien la prend immédiatement, il l'étend sur un lit et la baise par 3 fois. Et derrière, le type se tire direct parce qu'il n'a pas envie de se faire choper, même si c'est trop gros. Le mari ne se rend pas compte de la supercherie. Et au contraire, il est un peu étonné. Il se fait « Dis donc, vous allez bien l'air essoufflé. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et en fait, vous avez toute une partie du récit où la femme va expliquer, va faire une métaphore un petit peu médicale de ce qui s'est passé pour sous-entendre l'acte sexuel. Je cite « On m'a prise par 3 fois en plaçant à chaque reprise 2 de ses lancettes et en me donnant de si grands coups que j'en ai été toute martyrisée. L'onguent sortait d'un tuyau et descendait d'un fourreau fait d'une peau très noire et hideuse, mais qui était très savoureuse. » Vous avez toute une sorte de monologue comme ça, mais très double sens, et le bourgeois ne culbute pas du tout, et la dame a tenu parole. Petite conclusion. Mais dans ce pays, il n'y a pas d'homme assez intelligent pour pouvoir empêcher une femme de le tromper, puisque celle qui avait mal au rein trompa son mari tout le premier.
Et j'adore cette histoire, je la trouve Mais vraiment oui. fun. Non, mais tout Elle est simple, efficace. Et oui, le travestissement est quand même un acte, un twist, une ruse assez employée, j'ai l'impression, dans les fabliaux pour parvenir à ses fins, que ce soit homme ou femme. Le lecteur, en fait, est pris comme un complice. Mhm. C'est qu'on envoie vraiment un clin d'œil au lecteur, genre là, toi, tu sais la vraie situation. Regarde comment on va se moquer des puissants, du mari et tout ça. Là, voilà, le travestissement n'est pas un travestissement de genre et tout ça. On est plus sur, on va faire une farce. On est vraiment dans la farce, toujours dans l'humour. Ça fait un peu Fourberie de Scapin. Ça fait Oui. un peu ce type de récit un petit peu du 16e, 17e siècle, un petit peu du Molière, où justement, c'était que des histoires un peu des marivaudages, entre guillemets, des oh là là, on va inverser les rôles, le riche va devenir le pauvre, etc. Et en effet, c'est toujours le spectateur qui assiste à tout ça, même si à la fin de la farce, on se rend compte, souvent c'était la différence avec ces histoires-là, à la fin de la farce, dans les pièces de théâtre, on se rendait compte, là c'est pas le cas, c'est tout le temps des personnes qui se font tromper, dupées, ils s'en rendent jamais compte, mais ça termine bien pour tout le monde d'une certaine manière. Et on présente un peu les personnages comme un peu bêtes, comme un peu, voilà, regardez, en fait, il s'est fait tromper, ça a été facile. Bon à rien, vilain, c'est souvent des mots qui sont employés en fait pour définir souvent les maris cocufiés. Oui, souvent les maris bourgeois. Ouais. Qui sont vraiment rabaissés, mais on plus se moque bactères, des bourgeois, c'est toujours drôle. Mais moi, ce que je trouve génial, c'est qu'aujourd'hui, là, en 2022, t'as toujours des sujets comme ça. Ouais, on fait toujours des histoires sur des maris trompés. Enfin, vraiment, on regarde les films français parfois, bon, c'est très caricatural, mais sur la bourgeoisie parisienne, t'as tout le temps des sujets comme ça. Enfin, tu vas au théâtre aujourd'hui, t'as encore plein de sujets. C'est ça. Donc, finalement, tu dis, mais c'est des sujets universels, en fait, qui étaient déjà traités au Moyen-Âge. 100% d'accord. On passe à Bérengère au long cul. Qui est sans doute le meilleur texte. Oui. Dans se le dire, c'est le plus incroyable. complexe dans les sujets et dans vraiment le côté renversement des codes. Il est assez déjà unique. ce titre, Bérengère au long cul. Béranger au long cul, ouais, exactement, c'est ça en ancien français. Et sur l'histoire, on suit le chevalier qui est un fils d'usurier à qui l'un de ses bénéficiaires qui lui devait de l'argent n'avait pas assez pour payer ses dettes. Et du coup, le mec, il a donné sa fille à marier à son fils, qui est chevalier, et qui vient apparemment d'une sacrée lignée. Les chevaliers incapables, vils et couards sortent de telle famille, ils convoitent or et argent plus qu'ils ne se consacrent à la chevalerie. Donc du coup, on nous décrit un chevalier qui est très paresseux, très couard, très lâche. Qui aime le repos, les tartes et les flancs chauds. Et mépriser les petites gens. Donc vraiment un homme détestable un peu. Et au bout de 10 ans de mariage, la femme, elle se rend compte du truc, elle se dit putain, ça fait chier quoi. Enfin, mon mari, vraiment, il branle que dalle, c'est un chevalier, mais il en branle pas une. Et à mon avis, il fait pas que de rien branler d'un point de vue professionnel. Je pense qu'il y a une petite histoire de frustration sexuelle derrière tout ça. Et du coup, elle le met un peu au pied du mur et elle lui dit écoute, là ça suffit, sois un chevalier, va combattre le lendemain, vas-y, fais un truc. Et ne lui tienne. Il va convaincre le lendemain pour lui prouver sa force et sa vaillance, mais en vrai, il n'a pas envie. Et il trouve une petite ruse pour mentir à sa femme. Et bien, il va se bastonner avec des arbres pour user son armurerie, pour user ses armes. Et il revient voir sa femme complètement avec son matos complètement détruit. Il y a plein de descriptifs comme quoi il a pété son épée, il a pété sa lance, il a pété son écu, voilà. Mais la femme, elle est abasourdie, elle lui dit mais what the fuck. Et le mec l'interdit de l'approcher, de le toucher. Donc voilà, encore une il fois, est très je pense, fier, hein, ouais, il est très fier. Désagréable. Voilà, il s'est dit à ce moment-là du texte même qu'il n'aime pas beaucoup sa femme et qu'il la méprise. Sauf qu'à un moment, à force de revenir avec ses habits, son épée et son armure tout abîmées, et que lui n'a pas une seule égratignure, elle commence un petit peu à se poser des questions, le connaissant. Donc un jour, elle décide de le suivre en forêt. Et qu'est-ce qui se passe ? Déguisé en chevalier. Important de le dire. Déguisé en chevalier, Déguisé exactement. en Donc chevalier. sa femme part déguisée en chevalier pour suivre son mari de loin, et elle le voit descendre de son cheval, et elle voit qu'il frappe un arbre. Non mais c'est déjà cette scène, déjà. rien que ça, C'est incroyable. très drôle. Et donc en découvrant la supercherie, elle descend pour aller le voir, sauf que lui ne la reconnaît pas, il reconnaît pas sa femme sous l'armure. Donc elle va jouer le chevalier et va lui donner le choix. Soit ils s'affrontent en tant que tous les deux vrais chevaliers, parce qu'elle joue un espèce de chevalier connu, on ne sait pas encore qui, mais en tout cas un homme fort. Soit il lui baise le cul. Exactement, vous viendrez me baiser le cul tout au milieu ou à côté. Et le chevalier est tellement lâche qu'il choisit de lui baiser le cul. Ce sont les termes du conte. Et il fait pas en fait la différence entre l'anus et le vagin. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il va lui embrasser et en fait il déjà lui baiser le cul, oui, c'est important qu'on dise ça, c'est donc baiser avec la bouche. Oui, c'est ça. En fait, c'est pas genre la prendre oui, c'est ou vrai, quoi. très non, important. mais c'est important. Juste de lui embrasser, lui embrasser le cul. Ouais, lui embrasser le cul, lui baiser avec la bouche. C'est ça. Du coup, il s'interroge, il comprend pas très bien.
et l'autre de contempler la crevasse du cul et du con, il lui semble qu'ils forment un tout. Il réfléchit en se disant à part soi qu'il n'a jamais vu un cul aussi long. Et en fait, c'est tout un jeu sur le fait que il confond un petit peu anus et vagin, et un vagin, c'est bien plus creux, plus crevassant, enfin tout ce que tu veux qu'un anus. Et du coup, il lui embrasse, il lui baise le cul, donc il lui fait un cunilingus, autant être direct. Et la dame se présente ainsi comme Béranger au long cul et rentre chez elle. Non, mais c'est génial, c'est que vraiment, on voit là à quel point il est idiot ce chevalier. C'est pour ça que je dis qu'il y a une question de frustration, voire il se connaissait pas assez. C'est que... Non, mais c'est que même, il n'est pas capable de se rendre compte que ce n'est pas un homme et pas une femme. Donc on dit vraiment, il a aucune connaissance de tout ça. Enfin, pourtant, il a bien entre les jambes quelque chose qui donne des indices sur à quoi ressemble un homme du point de vue anatomique, en tout cas pour cette époque-là. Mais en plus, il se fait double humilier. Déjà, j'aurais juste voulu dire que c'est un très long fabulon. Enfin, je trouve que c'est un des fabulons qui est plus long que les autres. Et c'est vrai qu'il y a une longue montée sur laquelle, on est passé rapidement parce que ça sert à rien de faire 20 000 allers-retours dessus, mais il y a vraiment une longue montée en tension, entre guillemets, où on nous montre qu'il est débile. C'est pas à ce moment-là seulement qu'on se rend compte qu'il est débile. Il est fier, il est mauvais, c'est un menteur. Enfin, vraiment, il y a une très longue montée en tension comme ça, où on nous présente le personnage comme un gros débile. Et donc, effectivement, il y a une seconde humiliation qui arrive, puisque sa femme, en découvrant ça, décide de l'humilier une seconde fois, car une fois qu'il arrive à la maison, elle est en train de faire l'amour à un autre homme. Un autre chevalier, un ami de son mari. Et donc lui, déjà, vient de subir une humiliation, il ne comprend pas, il s'énerve. Il dit à sa femme, vous le payerez cher. Elle lui répond, taisez-vous lâche, c'est Monseigneur Béranger au long cul qui vous portifiera. Donc c'est vrai que dès qu'il entend le nom Béranger au long cul, il se tait parce qu'il a honte lorsqu'il entend le nom. Donc il est cocu, il n'a pas d'autre choix parce qu'elle, c'est la vérité, elle le tire par les couilles. Et le Fabio se termine ainsi. Quand le berger est mou, le loup chie de la laine. Ça, par contre, j'ai pas compris. Quand le berger est mou, le loup chie de la laine. Parce que quand le berger est mou, ça veut dire qu'il surveille pas beaucoup son troupeau. Le loup chie de la laine. Ça veut dire qu'il... Non mais si, ça veut dire que le loup a mangé des moutons et donc il peut chier la laine tellement c'est facile. Ah bah oui, t'as raison, c'est ça. Et donc ça veut dire que le berger a pas surveillé les moutons, donc ça veut dire que le loup peut faire ce qu'il veut. T'as raison, c'est ça. Donc là, on est vraiment sur de la métaphore. Non mais celui-là, il est vraiment incroyable. En fait, on voit la femme toute puissante, enfin la femme, comment elle se joue de lui. En plus là, on se moque d'un chevalier. Et les chevaliers au Moyen-Âge, c'est quand même des personnes très importantes. Il y en a très peu. Enfin, les chevaliers au Moyen-Âge, on a l'impression qu'il y en a partout. Mais en fait, je pense que c'est même pas 1 ou 2% de la population. Donc là, on se moque quand même de quelqu'un qui est censé être assez respecté, où il y a quand même un statut, toute la féodalité et compagnie. Et là, effectivement, on s'en moque totalement. En plus, comme donc c'est le fils d'un usurier, oui, c'est chevalier. C'est en plus, moi, je trouve qu'il y a un petit sous-entendu social de il a un peu acheté son statut de chevalier. On est sur de la moquerie sur tous les plans, là, c'est génial. Ouais, en plus, parce que d'abord, c'est elle qui se fait, entre guillemets, duper. Parce que le chevalier la berne une ou deux fois auparavant en allant combattre des armes, et c'est elle qui fait vraiment l'effort. Enfin, tu vois, c'est elle qui remet tout en question, et je trouve que c'est un positionnement qui est assez étonnant. En tout cas, au Moyen-Âge, je m'attendais pas à ce que, normalement, une femme remette en question le statut de son mari, quoi. Surtout qu'ils ont l'air de bien vivre, et que elle a plus le sens de la chevalerie que lui, quoi, finalement. C'est un peu ça le truc. Et je pense encore une fois qu'il y a une histoire de frustration sexuelle. Non, mais ça me paraît tout à fait logique, effectivement, que c'est ça qu'elle ait fait, parce que là, le choix est aussi intéressant. Elle lui demande de la lécher, quoi. Elle aurait pu lui demander de la prendre ou quoi. Non, elle veut vraiment l'humilier comme ça. Et en plus, on imagine bien, enfin je sais pas, moi j'imagine vraiment bien le chevalier là, idiot allongé, et puis elle qui se met par-dessus, et lui il comprend pas grand-chose, il est comme ça en mode ok, je vois rien du tout. Et effectivement, cette histoire de il connaît pas le corps de la femme, il sait pas, il confond, c'est assez drôle ça aussi. Alors qu'on a vu dans d'autres fabliaux qu'on peut aussi découvrir son corps et tout ça. Donc là, on montre vraiment à quel point il peut être idiot et qu'en fait, on peut connaître son corps au Moyen-Âge quand même. Et on passe à la 3e catégorie, rencontre les prêtres les plus chauds de ta région. Parce qu'on va passer dans une catégorie, il y en a énormément, là on vous en a sélectionné 3, mais il y en a bien plus, où ce sont les prêtres qui ont la dalle, quoi, autant se le dire. Est-ce que c'est normal ? Je te pose la question quand même un petit peu, Fanny, est-ce que c'est normal, sachant que c'est des personnes assez pieuses, qui normalement font vœu de chasteté ? Est-ce que c'est normal de voir autant d'histoires de prêtres un petit peu dalleux comme ça ? Déjà, comme je disais qu'on se moque des chevaliers, là on se moque des prêtres. Là aussi, c'est une position... On se moque des puissants comme on se moquait des bourgeois. Donc là, on est cohérent là-dessus. Mais alors la prêtrise au Moyen-Âge, c'est assez compliqué parce qu'il a fallu vraiment plusieurs fois où l'Église a dû serrer les vis
pour dire aux prêtres, vous arrêtez de faire des conneries. Et vraiment, on a eu plusieurs fois donc des conciles, des réunions, des évêques, des textes qui ont dû être posés, même alors j'ai plus les dates exactement, mais toute la réforme de l'Église, ça a été un vrai truc de, faut qu'on arrête parce que là, les prêtres, ils font n'importe quoi. Le célibat des prêtres, en fait, ça n'a pas été posé dès le début de la chrétienté. Ça a été vraiment établi au fur et à mesure parce que là, on voyait que c'est dans tous les sens. Même quand on voit aujourd'hui les histoires de la bonne du curé ou les choses comme ça, en fait, avec les prêtres qui pouvaient avoir des femmes, en fait, c'était déjà à l'époque, donc l'Église a dû resserrer. Donc effectivement, là, les gens qui écrivaient ces fabliaux, ils voyaient juste ce qui se passait, donc ils se moquaient de ça. Oui, et c'était l'Église aussi qui dirigeait à l'époque. On était plus sur un gouvernement sous l'Église ou plutôt l'inverse, l'Église qui se pliait un petit peu au gouvernement à l'époque? Ça dépend des époques. Le contexte aussi des fabliaux au XIIIe siècle, on est sur un relâchement un petit peu des mœurs à cette époque-là où l'Église a un peu moins de puissance parce que le pouvoir, en fait, les rois prennent un peu plus d'importance. C'est aussi le cas au XIVe siècle avec notamment certains rois qui vont même défier le pape à certaines occasions. Donc là, le pouvoir de l'Église n'est plus tout puissant au XIIIe, XIVe siècle, donc ça peut aussi expliquer certains fabliaux. L'Église, alors plus que dirige la société, régit la société. C'est qu'en fait, au Moyen-Âge, la vie est rythmée par les temps religieux, que ce soit les fêtes, que ce soit les moments où la cloche sonne. Le religieux est partout dans la société, donc même dans les fabliaux, moi ça me semble logique qu'ils y soient. Et le rapport à la sexualité, on est d'accord qu'on est sur des vœux de chasteté, des prêtres qui sont censés normalement ne pas éprouver de désir et rester vierges jusqu'à la mort. Je pense que c'est effectivement, tu en parlais de frustration sexuelle, là il y a de ça aussi, en fait on doit frustrer pour qu'on avoir ce côté un peu plus pur. Après, là, je dis plein de choses de façon un peu vague, mais c'est plus compliqué que ça encore. Mais oui, effectivement, là, et puis les hommes sont faibles. Et donc la transgression, moi, me paraît logique. La chair est faible. Et on va commencer par le premier fabliau, qui est le plus bâtard de tous ceux qu'on a lus. C'est Gombert et les deux clercs. On va suivre deux clercs qui quittent l'école. Donc déjà, des clercs, on peut dire que ce sont des hommes religieux qui n'ont pas encore de statut, mais qui ont étudié, en fait, aussi. Quand on parle de clercs, en fait, cette idée-là, ce sont des hommes qui ont fait des études, qui écrivent. Enfin, pas forcément tout le temps, mais en tout cas qui recopient. Voilà, il y a ce côté-là, en fait, c'est des hommes un peu instruits. Donc, on suit deux clercs qui quittent l'école et qui vont dans l'auberge de Sir Gombert. Immédiatement, l'un des clercs tombe amoureux de la femme de Gombert, l'autre tombe amoureux de la fille. Donc là, il y a toute une histoire, c'est un peu long. Je sais pas si tu as des phrases précis. En gros, je vais y aller un peu court, enfin un peu efficace au max. Donc vous allez avoir vraiment deux personnages que vous allez suivre. Le premier mec qui veut pécho la femme, le deuxième mec qui veut pécho la fille. Le mec qui veut pécho la fille va faire un move un petit peu en avance qui va servir pour plus tard. Il va dérober l'anneau d'une poêle, donc un anneau comme ceux que vous pouvez vous glisser autour du doigt. Donc après avoir bien dîné, Sir Gombert leur dit voilà, y a pas de souci, venez dormir dans la chambre. J'ai l'impression qu'il y avait qu'une chambre, dans la chambre, voilà, où il y a le lit des parents, le lit de la fille. Il y a également un bébé, il y a un berceau qui est à côté du lit. Ça aussi, ça va servir pour plus tard. Le clerc qui est accroché sur la fille va direct la voir dans le lit avec son petit anneau. Et il commence à la tripoter, commence à être bien entreprenant, et la fille résiste, mais elle se laisse un peu avoir. Et en gros, le clerc lui dit « Bah écoute, si tu te laisses faire, si tu me laisses faire tout ce que j'ai envie de faire, je te donne cet anneau qui est complètement en or. Moi, il est trop grand pour moi, donc voilà, je te donne mon anneau en or. » Mais bon, vous avez bien compris que c'est pas un anneau en or. Il vaut plus de 4 besants. Exactement. Et le clerc finit par lui faire la folie. Le second clerc, il entend son pote se faire plaisir. Et franchement, il est un petit peu frustré. Je cite, « Ce qui est pour l'un le paradis et pour l'autre un véritable enfer. » Mais twist, Sir Gombert se lève pour aller pisser. Et le clerc qui reste tout seul en profite pour ruser. Il y a tout un bric-à-brac. Ouais, non mais il y a que de la ruse, c'est ruse sur ruse. En fait, Gombert, quand il va pisser, il a un berceau à côté du lit. Et pour retrouver son lit, quand il revient pisser, il fait noir total, il n'y a pas d'électricité, je vous rappelle, on est au Moyen-Âge. Il tâtonne un petit peu dans le noir, et il trouve le berceau, et quand il trouve le berceau, il sait qu'il y a le lit à côté. Et là, ce que fait le prêtre, c'est qu'il va déplacer le berceau à côté de son lit pour en fait échanger les lits entre guillemets pour que Sir Gombert aille se coucher dans la couche où il n'y a plus les deux clercs parce qu'ils sont en train de faire autre chose. Donc il met le berceau, le clerc va dans le lit avec la femme, Sir Gombert il revient, il tâte le berceau, il va se coucher, pas de souci, il s'endort direct. Pendant que le clerc se fait plaisir avec sa femme, je cite, il alla coucher avec la dame et avant qu'elle eût le loisir de se moucher le nez, elle avait été essayée 3 fois. Mais retwist, le clerc qui a couché avec la fille, du coup il revient dans son lit, il a un peu l'intelligence de revenir se coucher dans le bon lit avant le matin. Si vous avez suivi mon histoire, dans le bon lit, il y a qui ? Il y a Sir Gombert, exactement. Donc le clerc il est pas très malin, et il fait son pote, il fait j'ai pécho la fille, c'était vraiment trop bien. Et t'as Sir Gombert qui dit dis-moi donc d'où tu viens ? Le clerc répond d'où ?
fait l'autre en révélant tout. « Par le cœur de Dieu, je viens de foutre. Et tu sais qui ? La fille de l'hôte. J'en ai joui de tous les côtés, je lui ai bien percé son tonneau. » Du coup, sort Gombert. Il se vénère et il commence à se fighter avec Leclerc, qui voilà comprend son erreur et ils se battent tous les deux. Voilà, c'est mutuel. Et à côté, t'as la meuf, la femme qui se réveille avec Leclerc dans son lit, mais comme il fait nuit, elle se rend pas compte. Elle fait « Oh là là, mais dis donc, les deux clercs, ils sont en train de se battre, faudrait peut-être aller faire quelque chose. » Donc le second clerc va rejoindre son pote, ils mettent une grosse race à Sir Gombert. Il se fait tabasser. Ah, il se fait tabasser la gueule et il se tire. C'est vraiment ça, la fin du fabliau. Cette fable dit, à titre d'exemple, que tout homme qui a une belle femme ne doit pour nulle prière laisser coucher de clercs dans sa maison, car il lui ferait de même. Si on leur fait du bien, c'est en pure perte, comme la fable de Gombert le prouve. Donc voilà, il n'y a aucune morale, tout le monde est des bâtards. Ils ont bien foutu de la gueule du monde. Et c'est le fabliau le plus cruel, entre guillemets, de cette sélection, dans le sens où il y a twist sur twist, il y a ruse sur ruse, et c'est vrai que c'est très rigolo à lire, même si on part encore une fois sur un peu du viol. Oui, là, on est totalement sur du viol, effectivement. C'est vrai que d'habitude, tu vois, t'as un petit twist où on va le voir par la suite. Finalement, c'est les prêtres qui se font un petit peu avoir. Mais là, vraiment pas, il n'y a pas de justice, c'est vraiment tout le monde se fait avoir, quoi, entre guillemets, et la fille, la femme, le mec se fait vraiment bien maraver la gueule alors qu'il est dans son droit. C'est assez bâtard comme histoire. Tu dis sur les textes cruels, en fait, à la même époque, à peu près, tu as aussi le roman de renard, qui est donc des formes de fabliaux, c'est un peu plus compliqué, mais qu'on trouve. Même si on étudie aussi le roman de renard à l'école, alors clairement, à l'école, quand on les étudie, c'est une version très allégée, parce qu'il y a certaines parties du roman de renard qui peuvent être très, très, très dures, en fait, très cruelles, en fait, vraiment assez dures. Donc, il y a aussi ça, en fait, dans les fabliaux, ce côté-là, bon, là, qui est un peu moins présent donc, dans celui-là aujourd'hui, mais il y a ce côté-là, en fait, où on se moque, mais on est dur. On est vraiment dans du dur, et il y a ça qui est présent au Moyen-Âge. Et c'est comme les contes, si on prend par exemple les contes qui ont certes évolué et que Disney a bien aseptisé, on est sur des histoires qui sont également très sexuelles, très cruelles, très violentes parfois. On veut faire peur, en fait. Bien sûr. Tu vois, n'oublions pas effectivement que ça doit être lu à l'oral, donc on veut susciter des émotions. Donc là, avec le conte, on veut faire peur aux gens. C'est l'histoire du grand méchant loup. En fait, il y a de ça, il y a vraiment de ça. En fait, dans ce conte-là, je pense qu'il y a vraiment de ça. Faites attention à qui vous faites dormir chez vous, parce que vous allez être dupés. Donc là, c'est une ruse, effectivement, un peu âpre de « Ah oui, ok, bon, je vais faire gaffe ». Surtout que ce sont les victimes qui finissent mal. C'est qu'il n'y a pas de retournement de situation où en fait les dominants, donc les clercs, s'en prennent un petit peu plein la gueule. Au contraire, là, du début à la fin, c'est eux qui dominent. Et je trouve que par rapport aux autres qu'on a cités, les femmes sont vraiment plus des objets sexuels que dans les autres où elles étaient un peu plus actives et un petit peu, et voir un peu, voir on était carrément dans le point de vue de la femme. Là, pour le coup, c'est pas du tout le cas. On suit vraiment une histoire de loin. Donc c'est vrai qu'elle est beaucoup plus violente. Et puis pauvre Gombert, quoi, il s'en prend plein la tronche. Bah ouais, il s'est fait baiser sa femme, sa fille, et en plus il s'est fait baiser la gueule aussi, quoi. Et c'était assez commun pour le coup qu'à l'époque tout le monde dorme dans la même pièce. La notion de chambre individuelle est arrivée un peu plus tard. Bon, il y en avait bien sûr pour les personnes qui avaient beaucoup d'argent et tout ça, mais en général, en fait, ces personnes de cette classe sociale dormaient tous dans la même pièce. Donc ça, pour le coup, c'est assez logique. Seconde histoire, le prêtre voyeur, le prêtre qui abeuvette. Est-ce que tu veux nous résumer ça, Mina ? Il est court celui-ci, il est plutôt court, donc c'est l'histoire d'un homme qui est cité comme un vilain, parce que c'est vraiment un mot qui revient souvent, moi, vilain, boit rien, ça me fait beaucoup rire. Le vilain, pour le coup, c'est la classe sociale aussi qui est c'est un peu les paysans, non ? Des fois, c'est les bourgeois. Des fois, en fait, le terme vilain est employé alors que plus tard, on dit que le mari ou le père est un bourgeois. Je pense qu'il y a les deux, effectivement, comme on dirait un pecno, en fait. Tu vois, parfois, c'est pour se moquer des gens de la campagne, mais aussi dire ça de quelqu'un qui n'est pas de la campagne. Ok. Donc là, c'est l'histoire, je pense plutôt d'un paysan qui prit pour femme une belle femme de bonne famille. Le problème, c'est qu'elle est amoureuse du prêtre de la paroisse et qui lui avait donné son cœur. Le prêtre est également amoureux de la femme. Et donc un jour, le prêtre, qui est très malheureux, va les voir. Il s'arrête à la porte de la maison où il voit, à travers la serrure, le mari et la femme en train de dîner. Et il va leur jouer un petit tour, un petit peu rigolo quand même, un petit peu cocasse, où en fait, il va essayer de duper le mari et de lui faire croire... Alors, comment dire ? En gros, il les interpelle à travers la porte en leur disant « Qu'est-ce que vous faites là ? Vous êtes en train de baiser ?» Alors que pas du tout, ils sont en train de dîner. Pour faire un retournement de cerveau au mari en lui disant « Non mais viens voir à travers la serrure, tu vas voir comme moi que ta femme est en train de baiser. » L'autre débile de vilain sort de chez lui. Le prêtre, pendant ce temps-là, rentre dans la pièce, referme la porte. Donc le prêtre est à l'intérieur de la maison. Il dit à son mari dehors « Regarde à travers la serrure, si je mens ou pas. » Évidemment, il va voir sa femme en train de baiser puisque le prêtre va en profiter pour faire l'amour à sa femme. Attends, si je cite... Ah non, il se soucie du vilain comme du ligne.
Aussitôt, il la prend par la tête en la renversant sous lui. Il a soulevé sa robe, il lui a fait cette chose que la femme aime par-dessus tout. Il a poussé son ombre dans le con, puis a tant cogné et heurté qu'il fit ce qu'il cherchait à faire. J'aime bien, c'est très excitant. Moi, je trouve ça un peu délicat. Franchement, oui, c'est peut-être le plus excitant. Et du coup, le vilain se fait avoir, et le prêtre, prétendant manger et pas baiser, il se fait avoir. Conclusion. Et c'est pourquoi on répète, Dieu maintenant envie nombre de sots. Encore une fois, je n'ai pas tout compris. Dieu maintenant envie nombre de sots. Voilà, je pense que c'est juste pour dire, il y a beaucoup de cons. Hein. Et il envie le côté, il y en a, ils arrivent à baiser quand même. C'est fake it till you make it. C'est vraiment ça, cette histoire. Mais j'aime bien cette histoire, franchement, elle est vraiment rigolote. Elle est consciente, elle est simple. Ça. Et tu vois, il y a le plaisir de la femme, tu vois, il lui a fait cette chose que la femme aime par-dessus tout, tu vois, je trouve que c'est consenti, c'est ok tiers, en plus la femme, elle est pas heureuse avec son mari, moi j'ai dit c'est bon, c'est validé. C'est dès le début qu'elle est amoureuse du prêtre, donc ça va. La tromperie est approuvée. Et oui, c'est simple, c'est efficace, je crois que le fabliau, il doit faire quoi, 3 pages, même pas, enfin il est vraiment ultra court. Après les prêtres, est-ce qu'ils ont une punition s'ils font ce genre de... Enfin ça dépend des époques, j'imagine. Alors... En fait, les punitions liées au sexe au Moyen-Âge, c'est vraiment tout un truc, on en parlera après. Mais les prêtres peuvent être concernés aussi. Les prêtres sont les premiers pécheurs, d'une certaine manière, entre guillemets. Parce que ce sont eux qui écrivent les textes de punition. Oui. On en parlera. Et on termine sur la dernière histoire, le prêtre Tain, ou le prestre Tain, qui est une histoire que j'aime beaucoup également. C'est l'histoire d'un prêtre à Orléans, très précisément, qui est désespérément amoureux de la femme de Sire Picon. Sauf que celle-ci est très fidèle à son mari. Et elle s'énerve face aux avances du prêtre. Je cite, « Elle a une grande fureur au cœur de ce que le prêtre lui a parlé de cette façon. Elle l'injurie et le maudit et le met à la porte. » Donc le pauvre prêtre est tout malheureux, il est désespéré, il erre un peu comme ça dans la rue. Et il cherche à se confier à une personne, parce qu'il peut se confier à personne, sauf qu'il tombe heureusement sur Dame Hersent, qui est une sacristine, donc une religieuse. Et il va se confier à elle. Elle va jouer un petit peu les entremetteuses entre le prêtre et la femme mariée. Elle va aller voir la femme pour un petit peu... Elle force, hein. Elle force un peu. C'est une histoire de forceur, très clairement. Sauf que elle comprend ce qui se passe, elle comprend que c'est le prêtre qui est aussi venu un petit peu forcer le truc à travers Dame Hersent. Donc elle s'énerve et elle la frappe, elle la bastonne un petit peu violemment comme ça chez elle. Elle lui dit de sortir. Sauf que le prêtre qui apprend ça est très énervé et il décide de se venger, puisque c'est un homme de pouvoir. Il va excommunier le couple. Il fait sonner les cloches, tout le monde arrive et il annonce à la femme et à son mari qu'ils sont excommuniés, sans vraiment leur dire explicitement pourquoi. Et c'est très 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 grave au Moyen-Âge. Ils sont pas excommuniés en vrai, ils lui demandent de payer. Ils veulent les excommunier à la base. Oui, c'est vrai. Et en fait, ils font que payer une amende et juste la dame, Dame Picon se réconcilie avec Dame Hersent et ça va pas plus loin. Mais le prêtre, il a fait un mauvais move en faisant ça parce que du coup, le mari, Sire Picon, dit mais pourquoi il se passe tout ça ? Et la meuf lui raconte tout ce qui s'est passé. Le mari, il remet absolument pas sa femme en question. C'est quelque chose que j'apprécie dans cette histoire, c'est oh putain l'enfoiré. Tu sais quoi, s'il recommence, tu lui donnes rendez-vous, t'acceptes contre de l'argent, tu lui donnes rendez-vous, on fait un truc. Forcément, le prêtre, c'est un forceur. Il revient, il redemande un petit peu, et Dame Picon lui dit ah bah ouais, bah écoute, oui, contre de l'argent. Par contre, on pourra faire ça que demain, mon mari sera à la foire, donc que demain. Pendant ce temps, le mari et la femme, la nuit, préparent un petit plan qu'on va voir dans l'ultime partie de cette histoire. Le prêtre se ramène le lendemain matin avec une oie pour pouvoir manger un petit peu, pendant que le mari est, entre guillemets, censé être à la foire. Pendant que la femme, avec ses servantes, plume l'oie, la femme lui propose d'aller prendre un bain, voilà, tranquillement. Donc le mec, il se met à poil devant elle, il va prendre le bain, pas de souci. Et là, tout d'un coup, le mari rentre, ciel mon mari, où il dit, voilà, coucou chérie, c'est moi, bien fort pour que tout le monde entende. Et là, la dame dit, oh là là, vite, allez vous cacher ailleurs, dans cette cuve. Une cuve dans laquelle il y a une teinture rouge du Brésil. Donc le prêtre va se cacher un petit peu. Le mari, il fait comme si de rien n'était, enfin tout le monde est en mode, wink wink. Ils disent oh là là, en plus t'as préparé une oie, vas-y, invite tout le monde, va manger, ça va être trop bien. Donc ils invitent toute la maisonnée, tous les serviteurs à venir manger avec eux. Et au cours du repas, pendant que le prêtre il est toujours dans la cuve en train d'attendre, le mari, Sire Picon, dit oh là là, j'ai laissé un crucifix, dis donc, dans la cuve à teinture, j'aimerais bien voir où ça en est. Donc le prêtre il panique, il se met un peu, d'après ce que j'ai compris, en position de crucifix entre guillemets. Là c'est vraiment absurde, c'est vraiment très grotesque. Sire Picon retire le crucifix entre guillemets pour le mettre devant le feu, où on dit que le prêtre a l'air complètement un petit peu, pas momifié, mais tu vois, enfin il prend forme quoi, entre guillemets. Il est à poil, très très important. Il se fout un peu de sa gueule, on sait pas pourquoi le prêtre il bande.
Et mari et femme se foutent un peu de sa gueule. Sir Picon lui dit « Je vous jure que je n'ai jamais vu de crucifié avec des couilles et une bite. » Vraiment. Et du coup, il dit vouloir couper cette bite et ses couilles de ce crucifix parce que ça n'a rien à faire là, c'est un objet de Dieu. Mais le prêtre se lève et s'enfuit. Et voilà, il se fait huer, c'est la fin, et tout le monde se marre un petit peu, et la fin n'était pas incroyable, donc je l'ai pas noté. Voilà, tout le monde... À un moment, ils lui ont fait une vanne comme quoi il risquait de lui couper les couilles. Ouais, c'est ça. J'ai eu un peu peur quand même de la tournure de ce fabliau. C'était la fin, c'est bon enfant, donc le prêtre s'en va. Comme quoi, ne forcez pas. Ce n'est pas bien de forcer les enfants. Non, elle est vraiment super. Elle est simple et efficace en fait. Oui. C'est vrai qu'on a eu les 3 mesures en fait avec ces 3 histoires. On a eu les prêtres qui abusent, qui violent et qui voilà. On a le prêtre consentant super cool et on a le prêtre qui se fait avoir. C'est vrai qu'on a les 3 figures. Et là on a une histoire de complicité de couple. Ouais, et ça je trouve ça super cool en fait. C'est la seule histoire de complicité de couple qu'on a. Qui croit sa femme, c'est un beau truc. Enfin, moi j'avais un petit peu peur, je me suis dit bon, elle va se retrouver un peu toute seule. Au final, pas du tout. Il la croit et en plus, il va participer à la vengeance contre ce prêtre, donc c'est plutôt rigolo quoi. Et la femme, elle est heureuse avec son mari, elle résiste quand même 3 fois quoi, tu vois. C'est le prêtre, il force. Il envoie même des gens pour aller forcer à sa place. Et la meuf, elle résiste. Et je trouvais ça beau en fait de voir un couple vraiment très uni. Pas trop sexuel en fait, ce fabliau c'est peut-être le moins sexuel des 3, c'est celui où on est le plus dans la farce, mais je trouve ça un peu rigolo de voir aussi un prêtre qui est pas censé avoir ce genre de désir autant forcé quoi, et être autant vénère, enfin c'est plutôt rigolo, c'est très farce en fait. On l'imagine bien, le prêtre relou comme ça dans le village qui doit faire chier tout le monde à chaque fois qu'il se trouve une victime. Et moi j'ai écrit aussi comme ça, aussi peut-être qu'il avait un peu une réputation. C'est pour ça le mari il a fait encore lui, attends t'inquiète, on va s'en occuper. Et puis abuser de son pouvoir aussi, on voit aussi une forme d'abus de pouvoir qui veut à la base les excommunier, au final non, mais les profits ont dit explicitement en fait dans le livre aussi à un moment que il a pris de l'argent alors je sais plus, de la boîte à argent de l'église. Oui mais de l'aumône, enfin il a pris l'argent de l'aumône en gros pour aller payer la meuf à aller forcer, etc. Enfin ça se voit qu'il fait des trucs vraiment pas réglo par rapport à ce qu'il a signé pour l'église quoi, en tant qu'homme d'église. Et on a une petite histoire bonus sur les sextoys qui s'appelle Le songe d'Evie. C'est un texte assez court aussi qui arrive au début du livre. Le pitch, c'est qu'une femme retrouve son mari de retour d'un voyage d'à peu près 3 mois pour son commerce. Donc elle est hyper contente, elle l'accueille avec un grand festin. Je cite, « Elle avait eu un très grand désir de le faire jouir autant que possible, car elle attendait l'appareil en comptant d'être satisfaite à son tour. Mais elle fut mal avisée en ce qu'elle le poussa à boire tant que le vin l'assomma, et quand il en vient à se mettre au lit, il oublia l'autre plaisir. Donc, il mange cet énorme festin, elle est hyper contente, elle le dorlote, elle lui fait plaisir. Une fois arrivée au lit, elle a envie qu'il lui rende l'appareil et qu'il passe au dessert, comme on dit. Sauf que il a bu trop de vin, il est trop fatigué et il s'endort. Donc la femme est vraiment très triste, je cite « J'ai vraiment beaucoup de chagrin. Il y a déjà 2 mois que je ne couche pas avec lui, ni lui avec moi. » Elle s'endort, par dépit et par ennui. Et qu'est-ce qui lui arrive la nuit ? Elle fait un rêve. Elle rêve qu'elle se retrouve dans un marché un petit peu spécial parce que c'est un marché de cons. Donc un marché de bites. Où en fait elle fait un petit peu... T'as dit un marché de cons, mais du coup le con c'est la femme. Ah merde, oui, un marché de vites. On ne vendait que couilles et vie. Pardon, couilles et vie. vie. Mais de ceci, il y avait à foison. Je cite. Oui, on vendait pas des cons, c'est elle qui a le con, c'est des vies. Et du coup, elle se promène un petit peu dans ce marché, et en fait, vous avez toute une phase un petit peu de découverte, justement, de dildo, quoi, faut dire ce qui est un petit peu de dildo. Et elle se réveille. C'est très mignon la fin de ce fabliau. En gros, elle se réveille, elle dit à son mari « Oh là, j'ai fait un rêve, vraiment, j'étais dans un marché. » Et le mec, ça y est, il est un peu d'attaque pour pécho. Et il y a quand même le truc où elle dit « Ah, mais ceux que j'avais vus, ils étaient beaucoup plus gros que le vôtre. » Enfin, voilà, mais ils finissent quand même par ken, en fait. Ça se termine vraiment sur la ken, ils sont tous les deux contents. Je sais pas si t'as une citation, Mina. Oui, non, c'est vrai qu'ils sont tous les deux contents. Moi, j'aime bien parce qu'il y a aussi un rapport à l'argent qui est cité là-dedans. C'est-à-dire que pendant son rêve, elle explique « Pour 30 sous, on en avait un bon. Pour 20, un beau bien tourné. Il y en a même pour les pauvres gens, un chétif pour 10 sous. » Et en fait, à la fin, elle compare aussi par rapport au sexe de son mari, qui est, en gros, qui n'est pas un gros sexe. Donc elle lui dit « Même les vies des pauvres gens étaient telles qu'un seul en vaudrait largement 2 comme celui-ci. » Moi, tu parlais de sextoy, moi je voyais un peu ça comme des glory hole aussi. Enfin, moi je voyais un petit peu, genre ce sont des vrais sexes de mecs. Alors, qui auraient été coupés. Alors ça paraît très bizarre dit comme ça, mais qui auraient été coupés un peu en mode, tu peux choisir le sexe avec qui, enfin la bite avec qui tu veux coucher. Pas forcément que comme des dildos. En fait, c'est vrai que maintenant que tu le dis aussi, il y a ça. Mais ouais, moi vu en plus c'est rattaché aux gens et tout ça, on parle des gens. Moi je vois plus. T'as un choix de bites. Quelle bite veux-tu? Moi je vois des bites vivantes, un peu indépendantes en elles-mêmes, avec une personnalité et un cerveau, mais pas de corps humain. Il y a une enluminure qui est magnifique. Alors, il me semble que c'est une enluminure du roman de la Rose, en fait, qui est donc un manuscrit du Moyen-Âge qui est connu pour ses illustrations assez intéressantes, où tu as
Alors il me semble que c'est une nonne, en tout cas c'est une femme qui cueille des pénis dans un arbre. Je vous l'enverrai, cool. Parce que si tu dis mais vraiment, elle est vraiment en train de faire ça, donc moi je vois vraiment un lien entre ces deux histoires de allez, je vais me choisir mon petit vie juste pour moi. Et ben ça partira en illustration sur Insta, c'est magique. Mais ouais, une histoire vraiment très très chouette, très moderne en fait, je trouve, dans sa narration, très moderne aussi. C'est vrai que c'est un peu surprenant en fait de voir ça à cette époque, entre guillemets, vraiment une femme, enfin pour moi c'est vraiment le marché sextoy, entre guillemets, quoi. C'est très étonnant, aussitôt. Et surtout, en fait, là on dit dès le Moyen-Âge, et en fait comme on l'a vu aussi dans le premier Fabliaux, c'est que tous les corps existent. On dit, on peut avoir toutes sortes de sexes, toutes sortes de vies, et je pense sous-entendu, toutes sortes de cons, en fait, on peut avoir. Donc là, je trouve ça aussi effectivement très moderne là-dedans, il n'y a pas qu'un seul corps. Bon, il y en a qui sont un peu plus petits que les autres, mais c'est comme ça. Bon, après, oui, effectivement, vu qu'il y a le prix, on met un petit peu donner une valeur. Il y a une échelle de valeur qui est un petit peu posée, effectivement, où c'est les plus grosses pénis qui sont un peu valorisées. Et oui, sorry. Moi, j'aime beaucoup, en fait, aussi le fait que le mari qui s'endort après être bourré. Mais bien sûr, mais on a toutes et tous vécu ça, en fait. Où en fait, t'as bu beaucoup d'alcool, et c'est plus possible. Là, je trouve ça aussi super moderne et très contemporain. Et on va passer à la partie plus profonde de l'émission, avec comme premier axe de réflexion, qu'y avait-il avant les Fabliaux en termes de texte ? Parce que c'est vrai que visuellement, on a vraiment beaucoup d'illustrations sur des amphores ou autres qui existaient, mais en termes de texte, de poésie, un petit peu ce qu'on pourrait définir comme l'avant-Fabliaux. Alors, je vais répondre et pas répondre à ta question, désolée, parce qu'effectivement, ce que je disais, c'est que la mise à l'écrit de textes comme ça, c'est vraiment à partir du 12e, 13e qu'on en voit. Il y en a eu un petit peu avant, mais il y en a finalement très peu. En fait, on a vraiment pas forcément beaucoup de choses comme ça qui sont de l'écrit, des écrits comme ça de fiction. Mais en fait, je voulais aussi vous parler de tout ce qu'on a en fait par rapport à la sexualité et qui forcément conditionne un petit peu toute cette écriture de Fabliaux. C'est en fait, je parlais tout à l'heure des textes qui normaient la sexualité. Alors j'ai fait aussi un épisode là-dessus sur les normes sexuelles au Moyen-Âge, mais il y a vraiment, en fait, notamment à partir du 8e siècle, des écrits qui ont été faits par des religieux pour faire des normes sexuelles. Et en fait, notamment pour contrôler les gens, interdire pas mal de pratiques et des actes sexuels qui sont considérés comme transgressifs. Et donc, faire l'établissement d'une norme. Donc on va interdire, et ça c'est intéressant quand même de le dire dès le début, c'est qu'on interdit l'inceste, on interdit alors l'adultère, et on va interdire des choses alors qui sont considérées comme des transgressions, on s'entend bien, on se place bien dans le contexte. Par exemple. Voilà, tout ce qui est sodomie. Alors, ce qui est drôle, c'est que c'est pas forcément l'homosexualité entre deux hommes, en tout cas, qui est condamnée, que la sodomie, que l'acte en lui-même. Et on va interdire aussi la fornication. La fornication, pas c'est pour créer, quoi. C'est tout le sexe qui est hors mariage et qui est autrement que pour faire des enfants. Donc effectivement, voilà, le côté fornication, c'est un peu un grand mash-up où on met un peu tout le monde là-dedans. Et non, on doit faire du sexe pour faire des enfants. Donc ça, c'est à peu près sous les Carolingiens, en fait, qu'il y a ce texte-là. Et il y a aussi un autre texte, on parlait de punition. Alors attention, c'est de l'allemand, parce que les Allemands sont très forts pour ça. Le Burscharge de Worms, je sais plus si on dit Worm ou Worms. C'est là, on est plutôt sur du début du XIe siècle. Alors ça, c'est incroyable. C'est que c'est en gros un manuel pour les confesseurs, pour qu'ils puissent dire aux gens, en fait, qu'est-ce qu'ils doivent faire comme punition en fonction de ce qu'ils ont fait. Ça s'appelle pas le Corrector Sive Medicus ? Alors, il y en a plusieurs, c'est possible qu'il y en ait plusieurs. Mais en fait, ce qui est génial, c'est que dans ce texte-là, le Burchard, c'est qu'il y a des choses, mais précises. Alors, je ne les ai plus exactement en tête, mais vraiment à ce point qu'on peut se dire, ce sont peut-être des choses qu'ils ont entendues en confession. Ils se sont dit, on va faire vraiment, s'ils font telle chose, ils doivent rester telle prière, tel truc, c'est très, très, très précis. Mais je sais que j'avais vu qu'au bout d'un moment, même, on avait essayé d'enlever ces textes-là, parce que ça donnait des idées aux gens. Mais vraiment, dans le sens, il faut pas qu'il fasse du sexe de telle façon, il faut pas qu'il fasse mais c'est vraiment c'est un Kama Sutra, ce truc. Dans le sens de tout ce qui est la diversité de ce qui est présenté, c'est assez impressionnant. Donc là, on voit qu'en fait, la sexualité est quand même très présente, en tout cas dans les textes normatifs, dans les textes de loi. Et donc, ça veut dire que forcément, dans la société, c'était tout à fait présent dans les mœurs. Effectivement, dans la fiction, c'est un peu plus compliqué parce que j'avais vu... Alors, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps qui montre qu'en gros, les 3/4 des textes du Moyen-Âge ont été perdus. Je ne sais plus le chiffre exactement, mais on est sur une énorme part, en fait, de les manuscrits qu'on a aujourd'hui du Moyen-Âge. En fait, c'est finalement très, 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 très peu. Pour plusieurs raisons, parce que déjà, peut-être qu'on écrivait, mais on ne conservait pas forcément. On a retrouvé plein de manuscrits du Moyen-Âge où, en fait, par exemple, on se rend compte que c'est un même parchemin qui a été réutilisé. Donc, il est possible qu'il y ait eu des textes avant,
mais on les a pas forcément conservés. Et même en fait, là on parle de tout ce qui est les textes oraux, donc on a plein de choses que c'est les troubadours, mais ça c'était finalement la mise à l'écrit de textes de fiction, de textes comme ça, pour rire ou pour raconter, c'est assez tardif. Et on ne sait pas si ça a été conservé. Que ce soit la vocation conservée, c'est pas forcément évident. Mais après, le vouloir bien le conserver, parce que combien de fois on a eu des archives qui brûlent. Et des cas de censure également, il me semble. Il y a pas mal de censure. Voilà, des textes qui sont grattés. Enfin, je sais que il y a des manuscrits du Moyen-Âge, des fabliaux érotiques qu'on a retrouvés grattés. Donc vraiment, comme c'est sur du parchemin, ça a été écrit à la plume, mais hop, on veut gratter pour enlever les textes. Parce que ça gênait un petit peu au bout d'un moment, tous ces textes un petit peu frivoles et tout ça. Mais faut se dire que les textes qu'on a du Moyen-Âge, il y en a finalement très peu qui nous sont parvenus. Et ça, c'est vraiment important à avoir ça en tête. Mais même, quand on voit que pendant la Première Guerre mondiale, il y a plein de centres d'archives, notamment dans le nord de la France, qui ont brûlé, là, il y a plein de choses qui ont été perdues. Moi, j'avais étudié en fait un petit manuscrit du Moyen-Âge où en fait, quelqu'un avait écrit un article dessus à la fin du 19e siècle. C'est comme ça qu'en fait, on a pu retomber là-dessus. C'est parce qu'il y a plein de choses dans les archives qui sont perdues, en fait, pas forcément perdues, mais tellement noyées au milieu de plein de choses. Pour ça, en fait, il y a plein de choses encore étudiées sur le Moyen-Âge. Et cet article du 19e siècle parlait de ce manuscrit, mais il parlait d'un autre texte aussi qui ressemblait. Et moi, j'ai cherché le texte, vraiment, j'ai cherché, je comprends pas, il est où ? Et en fait, j'ai vraiment compris, ah mais oui, il n'existe plus. Et donc cet historien du 19e siècle a eu accès à ça, mais moi, je pourrais plus y avoir accès. En fait, vraiment, les manuscrits du Moyen-Âge, on en a plein aujourd'hui qui sont édités, qu'on peut lire, mais on peut se dire c'est peut-être juste une poignée parmi tout ce qu'on pouvait avoir à l'époque. Ouais. Et après, par rapport à ce qu'ils faisaient après les fabliaux, parce que je note qu'il y a eu la Renaissance avec beaucoup de textes érotiques pendant la période libertine du XVIIe siècle. Et est-ce qu'il y a eu un creux finalement entre cette période libertine où justement on avait des lettres très enflammées, on avait, je pense, une ouverture des mœurs avec le libertinage forcément. Est-ce qu'il y a eu un entre-deux entre les fabliaux et ces textes-là ? Eh bien, alors, il y a eu quelque chose quand même qui est assez important, c'est les guerres de religion. En tout cas, donc fin 15e, 16e siècle, où là, en fait, on a un affrontement du point de vue religieux, et donc c'est pour ça qu'on a eu un affermissement de l'Église, une reprise en main de l'Église sur la société, sur les gens, qui pour moi explique aussi ce... Alors, bien sûr, je dis des choses très, 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 très générales. S'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont spécialistes ou quoi, vraiment, je m'excuse. Mais on voit qu'il y a même, au niveau de la société, au niveau des mœurs, là où, par exemple, en fait, les femmes pouvaient exercer pas mal de métiers au Moyen-Âge et tout ça, en fait, finalement, la Renaissance a été, pour certaines choses, oui, une Renaissance, mais pour ce qui est des femmes, on a vraiment un... Ok, non, les femmes ont été beaucoup plus durement maîtrisées au niveau des métiers, au niveau de la liberté d'entreprendre. Quand on pense, par exemple, aux sorcières, en fait, tout ce qui est les procès de sorcellerie, en fait, c'est beaucoup plus, finalement, au XVIe siècle que ça a eu lieu. Les procès de sorcellerie à la fin du Moyen-Âge ne concernent pas forcément les femmes, on a beaucoup d'hommes, c'est vraiment très 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 tardif. Donc toute cette période de Renaissance, pour moi, peuvent expliquer effectivement ce manque, en tout cas, même s'il y en avait quand même, on parlait de Rabelais, en fait, il y a quand même si on n'est pas dans de l'érotique, on est quand même sur du mot, on est sur du jeu de la langue. Et en parlant justement d'érotisme, est-ce qu'on peut dire que, d'une certaine manière, les fabliaux, érotiques certes, parce qu'ils sont définis comme tels, mais d'un point de vue moderne, sont un petit peu la pornographie du Moyen-Âge ? Est-ce qu'on avait un autre type de contenu ? Est-ce qu'on peut pas dire finalement que ces fabliaux étaient un petit peu pornographiques d'une certaine manière, parce qu'ils sont quand même très détaillés et très portés sur la chose avec un grand C ? Pour moi, ils sont pas forcément pornographiques, et aussi par d'autres personnes qui les étudient, parce que l'intention n'est pas d'exciter. Enfin, peut-être un tout petit peu. Il y en a bien qui devaient se toucher la nouille, mine de rien, sur ce genre d'histoire. Ouais, mais le but premier est de faire rire. Le but premier est de se moquer. En fait, dans ces fabliaux-là, c'est vraiment ça qui est important. Le côté érotique, on le retrouve pas forcément, mais il est présent dans plein d'autres choses au Moyen-Âge, quand on voit certaines enluminures, mais quand on voit aussi parfois dans des graffitis qu'on a de l'époque, il y a des choses qui servent à ça, mais après, je pense que c'était beaucoup de l'oral, encore. Oui, parce que c'est vrai que c'est particulier, tu vois, les textes qu'on a lus étaient quand même assez détaillés. Moi, je trouvais que parfois ils étaient un peu émoustillants. Je prends par exemple le tout premier, La demoiselle qui ne voulait pas entendre parler de foutre. Il y avait une connotation pas pornographique pour le coup, mais très érotique. Même moi, j'ai trouvé émoustillante pour le coup. Moi, je trouve que c'est l'un des rares où on va un petit peu s'étaler sur l'acte sexuel en lui-même, parce que effectivement, c'est des récits qui sont très courts, donc déjà, il faut avoir le temps de s'exciter. Mais surtout, en fait, dans la plupart de ceux qu'on a lus, le moment, l'acte sexuel en lui-même, il est plutôt bâclé. Enfin, je veux dire, ça se fait en 3 lignes. Il la retourne 3 fois. Ouais, ça, il est chiffré. Moi, ce qui me fait beaucoup rire, en plus, là, tu l'as bien mis en avant, Jade, avec tout ce que tu disais, c'est qu'il est chiffré. On dit attention, il l'a fait 3 fois ou 4 fois. Donc, il y a même une notion un peu de performance. Genre, attention, il faut qu'il puisse le faire autant de fois. Voilà, je pense pas que c'est tout à fait des choses érotiques
ou en tout cas pornographique, mais que ça sert à faire rire en fait, parce que quand on va parler de sexe, ça va faire rire les gens, parce que ça va gêner. Donc je pense que c'est toujours ça en fait l'angle principal de ces fabliaux. Et j'ai une petite question bonus qu'on ne s'est pas posée. Qui écrivait ces fabliaux ? Alors on a certains noms d'auteurs, parce que notamment dans certains fabliaux, ils se mettent en scène. Au début, comme on disait, comme ils parlent aux gens, on a certains noms. Alors, je vous les donnerai si vous voulez, là, je ne les ai plus en tête. Mais après, on se dit, est-ce que ce sont vraiment eux les auteurs ? Parce que c'est eux qui ont mis à l'écrit. Mais est-ce que ce sont vraiment eux qui ont inventé l'histoire ? C'est encore un peu plus compliqué, ça aussi. Mais du coup, parce que cette question, je me la pose également parce qu'à l'époque, les personnes de lettres, c'était surtout des personnes d'église, si je ne me trompe pas. Voilà, je ne suis pas historienne, je m'excuse si je dis des choses inexactes. Mais c'est vrai que c'était plutôt des gens d'église qui apprenaient à écrire, qui copiaient et recopiaient les parchemins, c'était un emploi à part entière. Est-ce que ça pouvait être justement des personnes de l'église qui écrivaient un petit peu ces fabliaux, les retranscrivaient d'une manière ou d'une autre, autrement qu'à l'oral ? Alors c'est possible parce qu'on a des cas, alors pas forcément sexuels, mais on a des cas de prêtres qui ont écrit des choses pour critiquer le pouvoir, notamment des proches du roi, alors je sais plus quel roi exactement, mais qui a écrit des textes en critiquant le pouvoir sous un faux nom, donc c'est possible le fait qu'eux aussi aient écrit des fabliaux érotiques. J'ai une dernière question également sur la présence des viols dans les fabliaux qui revient quand même dans plusieurs histoires qu'on a pu lire et je pense que pour en avoir lu d'autres à côté qui sont pas dans la sélection qu'on vous a détaillée pour cette émission sont bien présents. Quel était un peu ce rapport ? Parce qu'on a l'impression que c'est quand même assez minimisé, on est dans de la comédie mais le viol devient en quelque sorte un sujet comique. Ouais, il est assez banalisé. C'était le rapt, il me semble, à l'époque. Ouais, c'est ça. Plutôt un rapt qu'un viol. Effectivement, le viol n'est pas vu comme un crime. Alors, il peut être vu comme un crime dans le sens où il attaque l'honneur de la famille. En fait, la fama, le terme, la réputation, si tu veux, au Moyen-Âge, est très, très, très importante. Et d'ailleurs, je voudrais parler d'un historien qui s'appelle Didier Lett, qui a fait il n'y a pas longtemps un livre, alors le titre peut bien sûr étonner et faire un peu peur, Viol d'enfants au Moyen-Âge, genre et pédocriminalité à Bologne au XIVe, XVe siècle. En fait, Didier Lett, un historien qui est très sympathique, qui a beaucoup travaillé sur la notion de genre, sur la notion, sur l'histoire des femmes, et en fait a étudié donc un fonds d'archives à Bologne, donc en Italie, au XIVe, XVe siècle. Donc c'est beaucoup... Alors, donc c'est des registres de justice pénale, donc d'histoires qui ont été portées devant la justice, et c'est très 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 précieux parce que ça nous donne beaucoup de renseignements sur la société de l'époque. Et lui en fait a relevé, alors sur quasiment un siècle, 91 hommes qui ont été accusés d'avoir abusé sexuellement d'enfants, de garçons et de petites filles. Alors on peut se dire quasiment 100 cas sur 100 ans c'est peu, mais en fait ça reflète quand même quelque chose, c'est-à-dire qu'on pouvait quand même faire des procès pour viol. Alors, je vous conseille l'épisode du podcast Mnémosyne, en fait, qui s'appelle Du genre dans l'histoire. On a fait tout un... Alors, j'ai travaillé un petit peu sur ce podcast, et on a vraiment expliqué sur tout ce rapport-là. Là, on voit que les cas qui sont portés sont, par exemple, quand la fille est enceinte, ou quand ça a vraiment porté honneur à la famille. Donc, le viol au Moyen-Âge n'est pas forcément accepté, pas du tout, mais voilà, c'est ni noir ni blanc, c'est dans des cas particuliers, c'est quand ça peut arranger la famille... quand ça peut vraiment porter honneur à la famille, on en parle. Donc, c'est pas accepté le viol au Moyen-Âge. Vraiment, faut pas avoir cette idée de le Moyen-Âge, on peut faire tout ce qu'on veut et tout. En tout cas, légalement, dans la justice, non, quoi. Voilà, dans la justice, non, mais il faut le porter. Et aussi, le rapport au consentement au Moyen-Âge n'est pas forcément évident. Et notamment dans les cas de viol, il faut que la personne, l'enfant, ait un cri. Alors ça, le rapport dans la justice... Attends, j'essaie de dire mieux que ça. Dans les rapports de justice, le fait que la victime ait exprimé par le son qu'elle soit contre, en fait, vraiment, il y a un cri est très important. Parce que c'est une des preuves de non-consentement. Et là, voilà, on est encore sur des choses très, très, très actuelles. Oui. Et c'est vraiment... Non, mais ça fait toujours très bizarre quand on parle de ça pour le Moyen-Âge, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, en fait, on a encore ces questions-là sur le consentement, notamment. Et comment est-ce que tu interprètes justement la présence de ces rapts qui sont un petit peu tournés en dérision dans les fabliaux ? Ça permet de se moquer. Et alors oui, effectivement, là, on se moque, mais des victimes... Et toujours au détriment des femmes. En général, oui, mais aussi au détriment en fait, des hommes qui sont trompés. Là, on se moque, par exemple, tout à l'heure, de celui qui recevait les clercs, et en fait, les clercs qui violent sa femme et sa fille. Mais en fait, là, et la conclusion, on en parle bien. En fait, c'est de l'homme qu'on se moque parce qu'il n'a pas su protéger sa femme et sa fille. Les femmes, dans ce cas-là, ne sont vraiment pas importantes en ça. Oui, c'est une morale, comme tu disais tout à l'heure. C'est plutôt une histoire de morale, plutôt généraliste, plutôt qu'une histoire de sexualité. Ouais. C'était fort intéressant. Waouh. C'est pas forcément hyper joyeux, mais c'est pour ça que j'aime bien, effectivement, comme on a l'image du Moyen-Âge assez dure
Bon, parfois oui, mais c'est pour ça qu'on a parlé de Béranger au long cul. Et voilà, ce fabliau est génial pour montrer que c'est pas aussi simple que ça. Et on peut aussi rire avec une femme qui se joue de son mari de façon positive. C'est vrai que c'est agréable parce que c'est vrai qu'on a une image hyper sombre, hyper avec des gens dévots, qui sont très dans la religion, alors qu'en fait ces textes-là permettent aussi de montrer un autre aspect du Moyen-Âge qui est plutôt sympa, je trouve, surtout qu'on est dans du pur divertissement pour le coup en fait. C'est ça que j'aime bien. Mais gardez en tête que c'est de la fiction et ça reflète pas forcément la réalité au Moyen-Âge et que comme tout texte de fiction, c'est une certaine vision de la société, une certaine vision des hommes et des femmes. Donc on peut pas dire que les fabliaux reflètent la réalité du Moyen-Âge, mais que ça peut donner des indices sur certains codes sociaux. Et en parlant de représentation des sexualités, dernier questionnement qu'on a, est-ce que finalement, ces fabliaux qui sont datés peuvent avoir une représentation même moderne de la sexualité ? Moi, ça me fait surtout penser à un truc que tu as dit tout à l'heure, que j'ai noté dans mes notes. En fait, il y a beaucoup de situations dans tous les fabliaux qu'on a lus. Les maris cocufiés, les femmes qui trompent les maris. Ça fait vraiment film français un petit peu. Il y a vraiment un côté très franchouillard qui est ancré dans la culture française, qu'on voit dans ces fabliaux, qui est encore présente aujourd'hui, en fait. Je pense que ça fait du bien de lire ces textes pour se rendre compte qu'effectivement, le Moyen-Âge était beaucoup plus moderne qu'on peut le penser pour certains aspects. Ça peut faire du bien, effectivement. Même sur le consentement et le rapport au plaisir des femmes dans ces fabliaux, je m'attendais absolument pas à lire ça. Toi, moi, je débarquais un peu avec mes grosses chaussures de « Oh, c'est le Moyen-Âge, ils sont tous arriérés, on va avoir du viol et tout ça. » Donc, j'avais pas totalement tort, mais j'avais raison à 10% de mon raisonnement, quoi. C'est derrière. Je suis très surprise de la lucidité de beaucoup de femmes qui sont décrites avec un vocabulaire très, très favorable, très majoratif, péjoratif. Quel est l'intérêt de... Quel est le contraire de... Mais après, de c'est quoi de péjoratif très bienveillant, en fait. En fait, elles sont décrites comme belles, lucides, de bon esprit. Elles sont très mises en avant, mais de manière positive, en fait. Cela dit, c'est quand même une sexualité hétérosexuelle qui est montrée. Totalement. Quasiment tout le temps hétérosexuelle. Mais aussi, on a un homme qui est déguisé en femme en consentant. Et aussi, il faut bien préciser que le côté positif, et parce qu'on a eu surtout ça, dans les fabliaux, on a 3 types de femmes. On a les jeunes femmes, on a les femmes mariées, et on a les femmes d'âge mûr. Alors dans d'autres fabliaux, effectivement, sur les femmes d'âge mûr, on voit que là, pour le coup, elles sont pas très bien montrées. Donc là, on a quand même, dans ces fabliaux, une valorisation plutôt du corps féminin jeune, de la femme vierge. Donc là, on retrouve un truc très sexiste, quand même, de les femmes jeunes, elles sont bien, et les femmes vieilles qui veulent encore du sexe, elles sont moquées. C'est le cas également aujourd'hui, j'ai envie de te dire, d'une certaine manière, la représentation n'a pas beaucoup changé sur cet aspect-là. C'est ça, donc là, on a une façon positive de montrer les femmes, mais que certaines femmes. Et même sur le désir, le plaisir, le fait qu'il y ait des actes de plaisir consentis et même parfois initiés par la femme, je trouve ça très moderne. Et cette histoire aussi, que toi tu interprètes comme des glorioles, que moi j'interprète comme des sextoys, quoi qu'on en pense. Chacun son imaginaire, voilà. Quel que soit l'imaginaire, franchement, je trouve ça hyper moderne, quoi. C'est pas tous les jours qu'on voit, même dans la fiction, que ce soit des romans, que ce soit du cinéma ou de la musique, ce genre d'imaginaire très sexuel et initié par une femme qui dit « Oh tiens, si je me baladais dans un marché de couilles parce que j'ai envie de faire du sexe. » Je trouve ça très moderne et très contemporain. On veut dans des fictions, on veut des rêves de marché de sexe. Ouais, mais ce serait vraiment très drôle. Non, moi, juste pour faire un dernier parallèle avec la sexualité d'aujourd'hui, je vais faire un parallèle très grossier avec la pornographie. Je trouve qu'il y a un côté... Je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure sur la culture un peu française, très terroir, et notamment le côté un peu géographique. On met beaucoup en avant le vilain de Bailleul, la bonne cité d'Orléans. Il y a ce truc un petit peu à la Jackie et Michel aujourd'hui. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que... Mais oui, mais t'as vraiment raison. En fait, quand je compare avec le porno américain, celui dans lequel on baigne plus ou moins, c'est pas notre culture. Ouais, c'est pas notre culture. On va parler de belle-mère, de beau-fils, mais on va pas dire la belle-mère de Memphis, par exemple, tu vois, ou de n'importe quelle ville du trou du cul de l'Arizona. C'est vraiment un truc, j'ai l'impression, c'est une impression vraiment, mais qui est très française et que du coup on retrouve dans ces fabliaux où après c'est normal aussi, ça apporte de la proximité, un investissement qui est un peu différent parce que je pense que c'était des jongleurs comme tu dis qui devaient se déplacer aussi un peu dans toute la France, dans les châteaux, donc ça se trouve ils adaptaient aussi leurs fabliaux avec les villes oui, c'est drôle de se moquer de la ville d'à côté, voilà. Quoi. tu te sens un peu concerné par le truc, ça te fait rire et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui fait un peu Jackie et Michel, un peu terroir français, quoi. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est au final c'est ancré, c'est ancré dans la culture française. Et parce que notre culture française, on est l'un des pays qui a la plus longue histoire avec un grand H, que ce soit l'Asie ou l'Europe.
on a quand même une culture, une histoire qui est vraiment très fondée. Et c'est vrai que les États-Unis, on a tendance à très souvent l'oublier. Ils ont plus un passif qu'un passé pour moi, les Américains. Exactement. Les Américains, ils ont un passif qui est quand même basé sur de la violence, sur de la prise de terre, sur de la prise de pouvoir. Après, c'est aussi de la persécution. C'est qu'ils viennent pas de nulle part. Ils sont venus parce que, encore une fois, pour pas des guerres de religion, on n'en était pas à des guerres, mais des grosses persécutions de religion. Ils sont venus là pour une raison. Et c'est vrai que c'est une culture qu'ils ont fondée à partir de plein d'autres cultures. Et c'est une culture qui est devenue assez incroyablement, je trouve, quand même majoritaire à l'international. Mais tout ça pour dire que pornographiquement parlant, c'est normal que nous, on ait plus nos références, même les Jackie et Michel, même ce genre de trucs. Pour moi, en effet, la pornographie française est très terroir dans sa manière de communiquer, même dans le vocabulaire qu'elle emploie, qui est beaucoup plus fourni, entre guillemets, qu'anglais, où tu restes sur un vocabulaire très simple et très précis. C'est ce qu'on apprécie. Et c'est pour ça que ça nous fait bizarre, comme cette culture est majoritaire, quand on retourne de quelque chose de plus français et terroir, comme tu dis, on est dans un vocabulaire plus élaboré, plus ancien aussi. C'est vrai que le mot con, on l'entend dans l'érotisme, comme tu disais tout à l'heure, mais qu'on reste dans quelque chose de plus culturel. Donc c'est pour ça que c'est fabuleux. Pour moi, ça fait une certaine partie un peu ancêtre de nos petits pornos, de nos petits érotiques, d'une certaine matière. Bah ouais, ça fait partie de notre histoire avec un grand H. Mais avec tout ça, mesdames, est-ce que ça vous a excité ? Et je vais commencer par Fanny. Alors moi, franchement, oui. Moi, ça m'excite beaucoup dans le sens où, alors pas tout, bien sûr, mais quand c'est bien lu, quand c'est dit bien, moi, je trouve ça très excitant. Certains passages, bien sûr. Plus que 50 Shades ? Alors en vrai, ouais, hein. Parce que moi, je trouve le passage, comme tu as dit tout à l'heure, le côté, le découverte des corps, moi, je trouve ça très, très excitant. Et toi, Mina ? Non, ça m'a pas excitée. En revanche, mieux lu, comme tu dis, avec un certain jeu d'acteurs, j'ai jamais eu l'occasion de voir ça. Je sais pas si ça existe d'ailleurs, des représentations de ce genre, mais ça pourrait être à développer. Alors du coup, moi, dans mon épisode, j'ai fait lire certains extraits par certains podcasteurs et podcasteuses, notamment Colette se confesse. C'est ce que j'allais dire, Colette. C'est sympa. J'avais choisi des extraits aussi sympathiques, mais oui, bien lus, certains passages, moi je trouve que ça sont très excitants. Ouais, parce qu'après, il y a quand même, comme on disait, il n'y a pas une énorme... On s'attarde pas pendant 1000 ans en fait sur l'acte sexuel, mis à part certains, effectivement, la métaphore et tout, mais je trouve que c'est très rapide et en fait, c'est pas ça le cœur de l'histoire. Je trouve que c'est vraiment tout ce qui se passe autour, l'avant, la montée, le moment où elle va tromper son mari, où elle va l'humilier sexuellement. C'est vraiment ça qui est intéressant. Et par contre, c'est vraiment des histoires chouettes, plutôt rigolotes. J'ai été surprise aussi par le fait que ça soit moins viol que ce que je pensais, même s'il y en a et que c'est pas bien. Mais non, pas excitée, mais très agréablement divertie et surprise. Et toi, Jade, est-ce que ça t'a excitée ? Un petit peu. Tout ce qui est partie métaphore et tout ça, j'aime bien, comme tu disais, découverte des corps. Je sais pas, c'est un côté un peu, là je vais le redire, pornographie un peu ricaine, quand t'es avec, tu sais, t'as le jeune garçon et je sais pas, la prof, voilà. Je suis dans des choses très spécifiques qui font partie de ma culture pornographique. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Tu vois, quand t'as souvent, ils jouent des ingénus, enfin voilà, t'as un personnage très ingénu qui va faire « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Je sais pas, peut-être qu'il faudrait que t'essayes. Tu vois, des trucs comme ça. J'aime bien ce genre de trucs, je retrouve un petit peu des codes de la pornographie mainstream qu'on a l'habitude de regarder. Après, en effet, on est plus sur de la farce. Moi, je m'attendais à potentiellement un petit peu plus de sexualité, même si la sexualité est très présente dans ces différentes histoires. Mais ouais, j'aime bien, en fait, j'aime bien fermer les yeux et essayer de m'imaginer les scènes de sexe qui sont très sympas. C'est vrai que ça émoustille, plus que ça excite, peut-être. Ça émoustille, sauf vraiment ce premier conte où vraiment j'ai fait oh là 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 là, s'ils sont tous comme ça va être vraiment chaud. Mais ouais, ça émoustille. Moi, je trouve qu'il y a un parti, en plus, tu vois, j'imagine que ces histoires, elles étaient contées à un grand public, voire des jeunes personnes qui connaissaient pas encore les choses de la vie avec un grand C. Donc je pense que ouais, ça pouvait émoustiller, je t'avoue que ça m'a un peu émoustillé. Moi j'ai bien aimé, en tout cas j'en ai lu d'autres dans le tas qui étaient tout aussi un petit peu excitants. Moi j'ai bien aimé, j'ai bien été excitée et j'en ai eu pour mes écus. Fanny, merci d'être venue. Merci de m'avoir invitée parce que j'adore vous écouter, vraiment j'adore votre podcast. J'en parle tout le temps à plein de gens, donc je suis trop contente qu'on ait fait cet épisode. C'est réciproque, on en profite encore une fois, on en remet une couche. Allez écouter les podcasts de Fanny qui sont vraiment très intéressants, encore une fois, même si vous n'y connaissez rien en histoire et que vous vous dites que c'est un truc qui est pas pour vous, vous en avez rien à foutre, mais pourquoi est-ce qu'on parle de Moyen-Âge et d'autres périodes historiques ? Allez écouter Fanny, vous le comprendrez.
Est-ce que tu as une actualité, quelque chose, une info, tu veux nous partager? Alors, je sors plein d'épisodes, donc environ 2 épisodes par mois avec Passion médiéviste, donc ça fait pas mal de choses. Donc dans les prochains sujets que j'aurai, on va parler des Vosges au Moyen-Âge, on va parler injures au Moyen-Âge, on va parler de Byzance, on va peut-être parler du Japon médiéval. Bref, j'ai plein de sujets, là je suis contente qui vont arriver. Et voilà, je suis très contente parce que là j'arrive à faire plein de choses différentes avec Passion médiéviste et c'est ce que j'essaie de proposer, plein de sujets différents pour justement donner envie à personnes qui découvrent, qui vont se dire attends, ce sujet ça m'attire pas, ah là ça m'attire. Et donc je vais bientôt sortir aussi un épisode sur la cathédrale de Strasbourg, donc un épisode in situ du format hors les murs que j'aime bien faire, où là je suis montée avec mon micro dans la cathédrale avec quelqu'un qui me parle. Vraiment, on va tout en haut, c'est un très chouette épisode donc j'ai hâte qu'il sorte. En tout cas, merci beaucoup d'être venue, Fanny, et qui sait, peut-être à l'Arboyure. Oh, peut-être. Et merci à vous également, chers auditeurs et auditrices, pour nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu, et si le livre vous intéresse, vous trouverez ses références dans la description. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, et puis rendez-vous sur notre Insta @n'importecu pour vous tenir informé de nos actualités. Et ça y est, c'est le dernier épisode de la saison 2 du N'importe Q. Ah mais quel honneur j'ai. Oui, on termine en beauté. Et merci à tous ceux qui nous suivent depuis maintenant 2 ans et à ceux qui nous ont découverts en cours de route. On espère qu'on a réussi à vous apprendre plein de choses sur le vaste univers de la pornographie. Nous reviendrons, sans spoil, pour une 3e saison le 8 septembre. D'ici là, c'est le retour du N'importe Clip. On vous a sélectionné 8 clips musicaux très chauds pour pimenter votre été, dont le premier épisode sera diffusé le 8 juillet. Ça fait beaucoup de 8, tout ça. On vous souhaite un très bel été. Reposez-vous, amusez-vous. En tout cas, nous, on a bien besoin de vacances. Et allez, ciao! Daniel, Julien, la route est longue, hein? Bon voyage, Maurice. Nous préférons rester ici. On va s'en donner à cœur joie. Salut, je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez vous aussi? Hey, ciao.